Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Cette semaine, je vous propose une plongée dans l'expérience d'un homme dont la trajectoire professionnelle fut à la fois fulgurante et riche en rebondissements. Celle de Bruno Catlinet, ancien PDG du groupe Beneteau, un acteur majeur du nautisme mondial. Bruno a dû à plusieurs reprises tenir la barre quand tout vacillait, et assumer ce que ces moments font parfois vivre, la solitude de la décision, le regard des autres et le courage de trancher. Cet épisode a été pour moi une masterclass de la gestion de crise, comment parler vrai et embarquer des équipes parfois à contre-courant. On y traverse notamment le rachat décisif de Jeannot, le concurrent de toujours, et comment Bruno va réussir à plonger en terrain hostile et gagner leur confiance petit pas par petit pas. On revient sur la crise financière de 2008, où Bruno doit annoncer l'impensable à plus de 1000 salariés, résister à certaines injonctions politiques et préparer la contre-attaque au moment même où tous ses concurrents coupent leur budget d'investissement. Bruno partage aussi son témoignage sur la crise de gouvernance qui mène à son départ de Beneteau en 2015 et sur une certaine dimension du métier de dirigeant. Vous allez découvrir un échange sincère sur le leadership en temps de tempête et sur ce que les crises révèlent d'un homme. C'est parti pour la grande épopée de Bruno Catlinet. « 1979, vous avez 21 ans, c'est votre premier jour chez Manitou. Qui êtes-vous à ce moment précis ? » Ça fait longtemps, hein. 1979, je sors de l'armée. J'ai mon premier CDI, comme on dit. Je sais pas si on disait CDI à l'époque. Et je suis content. Je viens de me marier le 8 septembre et je rentre le 1er octobre chez Manitou. Et voilà, c'est le début de ce qu'on appelle la carrière professionnelle, là. Donc ça, c'était vous à 21 ans. Ouais. Comment est-ce que vous vous présentez aujourd'hui ? Donc là, quand même, il s'est passé beaucoup de temps. Il s'est passé plein de choses. De façon simple, j'ai eu une vie professionnelle formidable, donc très remplie. Aujourd'hui, j'en suis sorti depuis un moment d'ailleurs. Et donc, je suis à un autre moment de ma vie où il y a d'autres richesses dont on pourra peut-être parler. Donc, je suis un peu un homme comblé par la vie. Super. Merci pour des réponses très succinctes. Vous allez voir, ça va être en décalage avec la manière dont on va creuser un peu plus tard. Parce que là, on part pour un temps d'échange assez long. Donc, bienvenue Bruno sur les grandes épopées. Et merci de m'accueillir chez vous à Nantes pour cet échange. Pour peut-être immerger un peu nos auditeurs, on est dans votre bureau, à l'angle de la rue, avec une baie vitrée. Donc, on a une vue sur Nantes, Nantes Centre. C'est assez sympa. Je suis ravi d'avoir ce temps long avec vous. Ce que je cherche à comprendre sur les grandes épopées, c'est comment vous avez vécu ces moments clés à l'époque, mais aussi grâce à votre recul aujourd'hui, ce que vous en retenez, donc avec cette double lecture, à la fois pour vous, avec vos mots, et aussi pour nos auditeurs. Et je tenais une nouvelle fois à vous remercier déjà d'accepter de témoigner pour toutes les personnes qui nous écouteront, qui vous écouteront. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprendra ensemble pendant cet échange. J'ai déjà, à titre personnel, appris beaucoup pendant notre phase de préparation, donc je vous en remercie. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que vous me faites faire un exercice difficile, parce que me raconter, c'est ce que j'aime le moins. Bon, maintenant, je suis devant le micro. C'est moins drôle. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait la puissance de ce type de témoignage, c'est que on est très, 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 très loin de l'ego trip. On est vraiment dans la réflexion, expliquer les choses comme on les a vécues, de manière la plus simple possible et la plus authentique possible, en faisant un pari finalement qui est que chacun de là où il est va peut-être se reconnaître dans un moment, une réflexion. Évidemment, chaque situation est spécifique et contextuelle, mais si ça peut faire... moi, ma croyance, c'est que si ça peut même faire bouger d'un iota quelqu'un sur quelque chose, on peut quand même modestement faire grandir potentiellement des gens. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Et donc, merci d'autant plus de faire l'exercice un minimum contraint. J'espère, en tout cas, moi, j'aurais réussi mon pari si, à la fin de cet échange, votre avis a un tout petit peu évolué. Voilà. À suivre. Donc déjà, c'est parti pour la grande épopée de Bruno.
propose qu'on replonge au commencement. Donc avant ce premier job chez Manitou à 21 ans, vous avez, quelques mois avant, fait votre service militaire. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ça démarre, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce service militaire et ce que vous en avez retenu. Alors, le service militaire, ça parle à beaucoup moins de gens maintenant parce que, bon, même si on parle beaucoup de service national, je sais pas qui pourrait revenir, c'était une contrainte. On disait on va perdre un an. Pour moi, c'est un très bon souvenir. Surtout les classes. Les classes, ça dure 3 semaines. Hein. Pendant les classes, on est mélangé à la population tout entière. Et là, j'ai eu le bonheur de rencontrer des gens de toutes catégories socio-professionnelles. On est devenus des copains parce qu'on était dans la merde. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, parler avec tout le monde, ça a du sens. C'est quelque chose que vous aviez déjà en vous ou c'est quelque chose que le service militaire vous avait fait réaliser? C'est difficile à dire. De par mon éducation, je pense que j'étais sensible au fait qu'il y avait des différences et qu'il fallait être ouvert aux différences. Là, je l'ai vécu dans ma chair, dans ma vie, pendant très peu de temps, mais de façon très forte. Et oui, ça m'a marqué à vie. C'est une super leçon. Je suis pas sûr que tout le monde sort du service militaire après avoir appris quelque chose de formidable, mais moi, je pense que j'ai eu une leçon d'humanité au service militaire qui m'a aidé toute la vie. Et à l'époque, vous sortiez de ce qui s'appelle aujourd'hui Audencia, c'est ça, l'école de management de C'était Nantes. Subdeco Nantes à l'époque. Et donc vous aviez aussi des potes de promo finalement qui vivaient la même chose que vous. Est-ce que c'était différent de ceux qui étaient avec vous, enfin vos pairs, ou est-ce que c'était finalement ce que ça provoquait chez eux aussi? Je sais pas trop. Je sais seulement que moi j'ai eu un parcours un peu atypique parce que après les classes dont je vous parlais là, qui m'ont beaucoup marqué, on passait aux EOR pour être élève officier ou officier de réserve, c'est ça. T'es à Évreux, c'est une base aéronautique, et je suis bien classé. Donc j'ai le monde à mes pieds, je peux aller à Tahiti, à Djibouti et tout ça. Sauf que moi j'étais amoureux et que ma femme était à Nantes, donc je choisis Rochefort. Et Rochefort, c'était la base que choisissaient les derniers de la promotion. Okay. Donc j'ai eu la chance d'être applaudi ce jour-là. C'est génial ça. Donc il y a déjà ce choix du cœur assez tôt dans votre vie professionnelle. En fait, vie professionnelle qui n'a pas encore démarré en fait à ce moment-là. Bien sûr que non. Peut-être juste sur ce moment-là, justement ce choix de Rochefort, comment est-ce que ça a peut-être aussi influencé la suite? Parce que j'imagine que quand on cherche un premier job, qu'on a un diplôme d'une grande école de commerce, on a beaucoup d'options sur la table. Ça a joué visiblement du coup sur votre service militaire. Est-ce que ça a joué aussi sur le premier job? Sur le service militaire, c'était pour des raisons de proximité avec ma fiancée de l'époque, donc ça n'a pas joué. Pour le reste, c'est marrant parce que j'ai pas le souvenir de m'être posé de questions sur où j'allais atterrir pour avoir un emploi. Je me souviens que mon père m'avait dit tu pourras te marier que si tu as un CDI. Donc c'est vrai que sur la fin du service militaire, j'ai dû un peu m'en occuper ou m'en inquiéter. J'ai eu la chance en fait j'avais un grand-père qui était expert comptable chez Manitou. Et je lui ai dit je cherche un boulot. Et il me dit je vais te faire rencontrer le directeur financier de Manitou. Donc je l'ai rencontré. Il m'a embauché. Sans doute, à mon sens, plus parce qu'il connaissait mon grand-père qu'il connaissait mes compétences, parce que j'étais jeune diplômé, donc forcément, c'est pas mes compétences qui pouvaient être reconnues. Et quand vous êtes recruté à ce moment-là, vous êtes recruté pour quel job? Alors, ça s'appelait Audit des filiales internationales. C'est sympa. C'est quand même la classe. Hein. Donc, je débarque chez Manitou et je me rends compte ce que je savais que je savais rien faire, quoi. Parce qu'en fait, à l'école, on apprend plein de choses. Je pense qu'on apprend surtout, enfin à l'époque, en tout cas, je sais pas si c'est vrai aujourd'hui, j'espère que ça l'est encore, une ouverture d'esprit sur plein de sujets. Le droit, l'économie, le marketing, le commerce, donc on a plein de choses dans la tête. Moi, j'avais une option finance compta, donc j'étais plus sur les chiffres. Je suis reçu par une équipe qui m'a bien accueilli. Et chaque jour, j'apprenais 1000 choses. Donc j'ai grandi comme ça. Ouais, c'était très agréable. Très agréable. Quand on a préparé cet entretien, vous m'aviez parlé d'une ambition quand même, parce que là, en fait, quand je vous entends, on a l'impression que c'est un peu, vous suivez le sens du vent, sans vouloir filer à la métaphore dès maintenant, et quand même, vous m'avez aussi parlé d'une ambition. Oui, alors ça, l'ambition, c'est assez étonnant, parce que j'ai fait Subdeco Nantes, Audencia on dit aujourd'hui, et en quatrième, il y a des élèves de Subdeco qui viennent présenter l'école. D'accord. Et je dis, je veux faire cette école. J'avais été, voilà. Okay. Et après, je n'ai présenté que cette école. Enfin, je sais même pas comment mes parents ont accepté parce que je réussissais pas le concours de Subdeco, j'étais nulle part, quoi. Bon. Ok.
Et vers 18 ans, je sais pas pourquoi, et je me souviens pas quel a été le déclencheur, je me suis dit quand même, il faut que j'ai un objectif dans la vie. Et je m'étais dit, sans être argumenté, enfin tout ça, je voudrais être directeur général d'une PME à 40 ans. Et puis j'ai dit, allez, on y va. Puis c'est tout. Mais c'est sorti comme ça un jour. Oui, c'est sorti comme ça un jour, et après ça a été mon driver. Je fais une pause là-dessus parce que quand même, il y a tellement de personnes qui sont perdues en début, enfin quand on est jeune aujourd'hui, Oui. qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, etc. Est-ce que là, avec le recul, vous arrivez à quand même à expliquer d'où ça vient? Parce que vous parlez de ce grand-père expert comptable. Je dirais, Non, parce que le grand-père expert comptable, c'était pour l'entrée en relation avec Manitou. Subdeco, c'était une rencontre avec des jeunes de Subdeco. J'ai trouvé ça formidable. J'ai dit, j'y vais. Par contre, j'avais la préoccupation de dire, c'est quoi le coup d'après? J'ai toujours eu cette préoccupation de dire, mais il se passera quoi après? Et puis, je me suis mis ça dans la tête. Alors, j'arrive pas à vous dire d'où ça vient, donc j'en suis désolé, mais en plus, c'était très précis. C'était directeur général de PME. ah ouais, c'est ça qui est hallucinant. Pourquoi PME? Alors PME, bon, je rentre chez Manitou, qui était déjà une grosse PME, peut-être une ETI. On parlait pas d'ETI à l'époque, j'imagine. Et après, dans la société d'après, qui était une filiale d'Elf Aquitaine, je suis une sous-filiale dans la direction Habitat, enfin un tout petit truc de rien par rapport à Elf Aquitaine, qui était en Vendée. Pour la première fois, c'est mon entrée en Vendée, on en reparlera sûrement. Tout à fait. Parce que ça m'a beaucoup marqué. Et là, je suis sélectionné pour faire partie des 250 cadres à haut potentiel de Elf Aquitaine. Donc, je pars au stage. Et là, je découvre, je parle avec des mecs, ils me parlaient. Bon, alors, t'as prévu quoi? T'as qui comme sponsor? Tu vas aller où? Ouais, mais moi, j'ai sponsor machin, il est meilleur que l'autre. Aucun parlait de leur métier. Alors pour les auditeurs, Et là, parce que c'est un sponsor, ouais. c'est quelqu'un qui est là pour t'aider à progresser dans l'organisation, enfin qui est un peu, on est son poulain quoi, d'une certaine manière. Et là, je me suis dit, jamais la grande entreprise. Jamais. Alors, la PME, quand même, à 18 ans, j'avais entendu dans les discussions, je voyais qu'il y avait les grandes entreprises et les petites entreprises. Et je voyais que dans les petites entreprises, j'avais ressenti que quand quelqu'un prenait une décision, on voyait à quoi ça servait. Et dans les grandes, on savait pas trop. Et là, quand j'ai vu cette classe, il y avait sûrement des gens de très grande qualité. Mais c'était pas vous. Et oui, puis ils parlaient même pas de leur métier, quoi. Ils disaient pas, je suis dans l'exploration, je suis dans la raffinerie, je suis dans la santé. Ils parlaient de leur carrière et qui est mon sponsor et comment je vais y arriver. C'était impressionnant. Donc évidemment, là, j'étais hyper vacciné. Là. Oui, c'est un révélateur en fait. À ce moment-là, c'est plus. C'est une certitude, quoi. Ouais. J'irai jamais dans ce monde-là. C'est pas le mien. Donc en fait, au final, donc il y a une intuition qu'on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, mais ensuite il y a des éléments de réassurance sur cette intuition, enfin des éléments qui viennent confirmer, on va dire plutôt. L'intuition, c'était quand même parce que la seule chose ce dont je me souviens, c'est que j'avais toujours le besoin de dire c'est quoi le coup d'après. Ça a toujours été une préoccupation pour moi, ça. Cette conviction-là, enfin cette préoccupation, vous l'avez dès le premier job? C'est quoi le coup d'après? C'est-à-dire quand vous êtes là, audit. Ça, c'est une conviction que vous avez. Après, quand vous êtes dans le jeu, vous vous dites je suis audit des filiales internationales, il faut que je fasse bien mon métier. Alors déjà, j'ai plein de choses à apprendre. Donc j'en apprenais plein tous les jours, c'était formidable. Et puis au bout de 2 ans, il me donne une promotion, je deviens responsable administratif et financier d'une filiale de Manitou qui était à Poitiers. Je quitte Nantes pour aller à Poitiers. C'est la révolution. Je passe à l'international. Et donc, dans mon plan de carrière, je franchis un échelon, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Donc, ça veut dire que quand je suis rentré chez eux, je pouvais rien leur apporter. Je pense que j'ai travaillé au maximum pour les satisfaire et que ça a marché. Donc, après, j'ai continué. Ce qu'il fallait, c'était travailler au mieux et donc, voilà. Puis se laisser porter après par ce qu'on vous proposait. Donc, ça veut dire que ce job-là, par exemple, comment ça se produit? On vient vous voir spécifiquement en disant voilà Bruno, on a ce job. Oui, ils avaient un besoin sur Poitiers et ils pensent à moi, qui était là depuis 2 ans dans la boîte, donc qui venait juste de savoir faire à peu près une partition, quoi. Et ils disent ouais, il va le faire. Et donc vous êtes flattés quand même. Bien sûr. Et vous y allez, même si c'est Poitiers par rapport à Nantes. D'ailleurs, on a passé que 2 ans. D'ailleurs, ça c'est passé assez vite. On a passé des moments magiques à Poitiers. On a encore des amis qui sont à Poitiers, avec lesquels on a encore des relations, donc c'est formidable. Vous êtes encore très jeune. Manitou, c'est 79-83, donc j'ai fait
C'est 4 ans, donc en fait, vous avez Ouais. 23 ans. J'ai que dû vous faire partez, 2 ans audit et Oui, puis c'est 2 ça. ans responsable administratif et financier. Et quand vous êtes RAF de cette filiale, vous remplacez quelqu'un qui à quel âge? Enfin, pour comprendre un peu ses premiers pas, parce que c'est... Eh ben, c'est marrant votre question parce que je remplace le fils de Marcel Claude Blaureau, qui est le patron, le grand patron de l'époque, qui s'appelle Marcel Claude aussi. Non, il y a Marcel Brault et Marcel Claude. Donc le fils, c'est Marcel Claude. Et lui, il va aux États-Unis. Ok. Et donc, il y a une place à prendre à Poitiers et on me la propose. Et 2 ans plus tard, le fils, sans doute, c'était assez normal, il fallait qu'il se rapproche du siège, revient sur Ancenis. Donc on me propose la place. Alors là, c'était quand même très pompeux, hein. J'étais vice-président de la filiale américaine de Manitou. Donc le truc qui se refuse pas, quoi. Dans les pas du fils. Alors c'était dans les pas du fils, et puis bon, c'était une promotion formidable. Bon. Et c'est marrant, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout parce que j'aime bien cette boîte, hein, et j'ai encore, il m'arrive encore de déjeuner une fois par an avec Marcel Brault, qui est un type que j'admire, qui a plus de 90 ans, là, qui est vraiment un homme d'entreprise extraordinaire, qui était pas du tout mon métier parce que lui, il était produit, mais je trouvais ça fascinant de voir cette passion. Et donc, j'aime bien cette boîte et je dis, je le sens pas, je vais être là-bas, je serai plus rien. Puis je suis pas le fils du père, donc C'est ça. ils vont vraiment m'oublier. Et là, c'est quand même, c'est là que je suis quand même atypique parce que j'aurais dû accepter ça. Et je dis, donnez-moi un mois pour répondre. Mon patron de l'époque était le directeur financier. Je dis, mais attends, Bruno, ça va pas, non? On te propose la lune et tu la prends pas. J'ai besoin de réfléchir. Je reviens un mois après, j'avais trouvé un boulot entre-temps. Et je dis, j'y vais pas. Et donc, ouais, c'était un peu un drame pour lui. Enfin, pas un drame pour l'entreprise. Et donc, c'était quand même... Et là, c'était une filiale d'Alpha-Aquitaine en Vendée. Ce moment, il est quand même... J'ai envie de le décortiquer un tout petit peu. Parce que Il est particulier. il est quand Enfin, même c'est un tournant, ouais. il est quand même particulier parce que c'est extrêmement désirable comme position. Ouais. Donc moi, mon intuition, c'est que quand on a quelque chose d'extrêmement désirable d'un côté, Ouais. il faut qu'il y ait le pendant qui soit là pour équilibrer la position, quoi. C'est vrai. Et du coup, le pendant, c'est quoi? Mais vous voyez, le désirable, il était sur le papier. Et moi, je voyais les mauvais côtés du désirable. Et ça, c'est assez étonnant. Je suis peut-être impertinent de nature, mais je me disais, il y a plus de risques. Et puis, ce que je vais gagner, bon, c'est un statut social et tout, mais c'est pas le sujet. Et je voyais que les risques. Ok. Et donc, j'ai pris le risque de le refuser en me disant, je vais trouver mieux. Ce qui est complètement impertinent et peut-être inconscient d'ailleurs, hein. Heureusement, je l'ai trouvé. Parce qu'au moment, en fait, où vous dites je veux gagner du temps, donc là, en fait, entre guillemets, c'est là le geste de courage. C'est-à-dire que vous décidez de dire j'ai besoin de temps. En fait, j'ai besoin de temps pour ceux qui n'ont pas beaucoup la culture des boîtes. Ça veut dire, ça peut vouloir dire non, en fait. Et donc, c'est-à-dire qu'en face, on peut vouloir vous dire, bah, dans ce cas-là, Oui, j'aurais pu dire tout de suite, bah, tu l'auras pas. Ouais. Tu t'en vas. Et en fait, vous avez accepté de prendre ce risque-là, sachant que vous ne savez pas si vous aviez en fait une autre option. C'est-à-dire le Ouais. mois là qui est Ouais. voilà. Pour moi, négocier un mois, c'était une opportunité en fait. Donc tout était à l'envers. Ouais. Mais vous savez, on est jeune en plus, donc on se pose pas trop de questions. Ok. Et à ce moment-là, c'est quoi votre méthode, votre approche pour vous avez un mois. Il faut trouver du coup le coup d'après qui vient compenser le non, on va dire. Comment vous vous y prenez Comme d'habitude, facteur chance. Ok. Parce que le facteur chance, il y en a tout le temps dans la vie. Et alors, comment vous avez C'est provoqué pas votre chance? possible de dire qu'on a réussi sans chance, hein. Donc j'ai la chance d'avoir un grand-père qui me fait rentrer chez Manitou. J'ai la chance d'avoir un copain qui quitte son poste dans la boîte dans laquelle je suis rentré, qui me prévient, je postule et je suis sélectionné. Pour le même job, celui pour lequel il a Ouais. quitté. Qui était directeur financier à l'époque. Donc là, faut réaliser quand même, pour ceux qui nous écoutent, que vous avez quel âge? 32 ans? Même pas? Non, même pas. 83, vous avez 26 ans. Voilà. En Donc fait. je renonce à être vice-président d'une filiale À 26 ans. américaine de Manitou Voilà. et je rentre dans une sous-filiale, directeur financier. Donc je progresse quand même. À 26 ans. Donc à 26 ans, vous êtes directeur financier d'une filiale pour donner les chiffres, c'est une centaine de personnes. Oui, et c'est en Vendée. C'est en Vendée. À la Cope Chanière. Alors Donc là, je rentre dans l'antre de Vendée, là. C'est formidable. on va faire un chapitre sur la relation à ce territoire-là parce que, alors moi, ça m'intéresse à plein d'égards. Déjà parce que vous vivez comme vraiment une rencontre exceptionnelle. Vous y avez passé quasiment tout le reste en fait de votre carrière. Dans la première société, 6 ans et dans la seconde, 26. Oui. Voilà, donc ça fait 32. Donc le territoire, quand même. Ça suffit pas pour être vendéen, mais vendéen d'adoption, peut-être. En tout cas,
Vous avez l'air de chérir ce territoire. J'aime beaucoup aussi questionner ça, en fait, le rapport finalement à un écosystème. Donc je veux bien que vous m'expliquiez un peu justement, est-ce que déjà vous aviez une idée de à quoi ça ressemblait la Vendée, et ce territoire, où vous y êtes allé vraiment que ouverture d'esprit, découverte? Oui, je pense que le choix était pas lié à la Vendée. Le choix était lié, je connaissais la personne qui était titulaire du poste, je connaissais de nom le président de l'époque, et donc tout ça était rassurant, et puis voilà. Et puis je devenais directeur financier. J'étais peut-être en avance sur mon plan de carrière, peut-être. Et donc voilà, non, ça se passe très, très simplement. Et après, je rentre dans cette société, et là, je découvre à tous les niveaux des gens de qualité, quoi. Donc j'essaye d'abord de passer beaucoup de temps sur ma fonction, parce que quand même directeur financier, ça s'invente pas, hein. Même s'il y avait une culture financière, mais enfin, 4 ans, c'est pas beaucoup, hein. Mm. Et si on prend peut-être les grandes familles de compétences, on va dire, sur ce type de métier, qu'est-ce que vous aviez qui étaient un peu vos forces sur lesquelles vous justement vous capitalisiez? Qu'est-ce que vous deviez encore aller chercher? Moi, j'avais une passion des chiffres, donc j'arrivais à voir ce qui était important, ce qui était relatif et tout ça, donc ça permet un peu de, comment dire, de voir les priorités. Mais je n'avais pas encore conscience c'est quoi la valeur ajoutée d'une boîte, quoi, parce que forcément c'est l'addition de plein de choses. Et la fonction financière me paraissait un peu réductrice. C'était un peu le comptable de l'addition et des soustractions de ce que les uns faisaient bien et mal et tout ça, et quoi. Et dans cette boîte, comme j'avais un certain statut, puisque je devenais directeur financier, je pouvais parler à d'autres directeurs, commerce, marketing, production, recherche. Il y avait un laboratoire de recherche formidable. Même si ma préoccupation première est de dire est-ce que je suis capable d'être directeur financier, ce qui était quand même pas évident. Tant que vous l'avez pas fait, vous pouvez pas dire que vous l'êtes. Et après, très vite, comme la relation avec les gens a été très agréable, j'ai commencé à m'intéresser au métier de chacun, quoi. Mm. Et là, j'ai découvert l'entreprise que j'imaginais comme ça dans ma tête, mais là, je l'ai vécu, quoi. J'ai vu, ouais, le commerce, ça sert à ça, le marketing, ça sert à ça, l'industrie, ça sert à ça. Et donc, je me suis intéressé à tout, quoi. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, apprendre le job de DAF, en fait, c'est d'abord apprendre le job de quelqu'un qui doit avoir une vision globale de l'entreprise, une connaissance, on va dire, globale de l'entreprise. C'est pas tant, en fait, d'être un excellent financier. Enfin, il y a d'être un excellent Je financier. pense qu'on peut être un bon DAF sans avoir une vision globale de l'entreprise. Par contre, je suis sûr qu'on est un meilleur DAF si on s'intéresse à qui crée la valeur, et je m'intéresse aux gens qui sont autour de moi. Et puis, enfin, pour devenir directeur général, il faut quand même s'intéresser un peu à toutes les fonctions. Et donc, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, hein. Et selon les sociétés, le poids des fonctions est très différent, hein. Et les personnes qui vous entourent à ce moment-là, quand vous arrivez donc toujours DAF assez jeune, comment est structurée cette équipe pour Bah, déjà, je suis le plus jeune, Mhm. forcément. Il y a un président, je rentre dans cette société, je connaissais le président, on peut le citer d'ailleurs, à sa mémoire, c'était Henri de Buor, qui est un homme assez connu dans le milieu nantais, puisqu'il a été président du tribunal de commerce. Il arrive à l'âge de la retraite, et donc moi je viens de rentrer, et 6 mois plus tard, un nouveau PDG arrive, un homme qui vient de Elf Aquitaine, qui n'est plus Elf Aquitaine aujourd'hui. Et là, j'ai un feat avec ce mec-là, c'est incroyable. Bernard Beyeler, qui mérite d'être cité, qui est moins connu. Et donc, lui, il m'a ouvert toutes les portes, il parlait tout le temps avec moi, il m'a appris beaucoup de choses. Enfin, il m'a fait grandir. Moi, j'ai fait Audencia puissance 10 avec cette personne-là, quoi. Donc ça encore, coup de chance. Un mentor, on pourrait appeler ça comme Ouais, ça? ouais, il m'a désinhibé sur tout, il m'a donné accès à tout. Je devais dire des trucs énormes, mais il les acceptait. Il pouvait me remettre en ligne s'il le voulait. Enfin, à tel point, on avait une telle connivence que on s'est dit, on va racheter la boîte. C'est quand même incroyable, hein. Donc lui, il a près de 60 ans, et moi, j'en ai, je sais pas quoi, 25-30. Ah, j'étais fasciné, j'ai dit, c'est pas possible. Alors, à l'époque, on appelait ça les RES. Rachat d'entreprise par les salariés. Tout à fait. Bon, ça a beaucoup évolué. Maintenant, il y a des LBO, des trucs, des machins. Oui, mais le principe reste le même. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est le principe de base. Voilà. Et donc, c'était quand même assez nouveau. À l'époque, les gens d'Elf ne voulaient pas ça. Donc, on se fait virer, on se fait jeter, quoi. Et vous êtes que 2 à l'initiative, ou il y a d'autres personnes avec vous Je pense qu'on est que tous les deux, ouais. Ok. C'est incroyable, hein. Ouais. En plus, un projet intergénérationnel. Ouais. C'était fou.
Et donc moi j'en rêve et je dis bah forcément, comme c'est cohérent ce qu'on propose, ça va marcher. Non, j'avais oublié qu'il y a quand même des normes dans les grands groupes. Ça on a le droit de faire, ça on n'a pas le droit de faire, ça on n'a pas le droit de faire. Donc on nous dit non. Et donc le rêve s'écroule. Et donc je suis amené à quitter la SICOF et mon mentor, comme vous dites, Bernard Bélier. Sur ce moment-là, quand même, qui est un moment où, en fait, vous êtes certes suiveur, mais vous êtes quand même dans un acte de leadership. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut accepter d'aller proposer ça et de dire, Oui, mais j'y vais. je suis avec une personne qui a 55-60 ans, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et puis qui représente le pouvoir, donc j'y vais, moi. En gros, vous mettez derrière sa roue et vous dites, ça Je ne va, pose ça va le même faire. pas la question. Ok. Mais Mais c'est lui le leader. il y a un côté, enfin, je sais pas comment c'est structuré financièrement ces deals à l'époque, mais il y a quand même un côté de se mettre à risque, prendre du capital. Enfin, on n'est pas sur des choses Oui, anodines. il fallait mettre de l'argent sur la table, avec des effets de levier et tout ça. Ouais. La société gagnait pas mal d'argent, mais bon, quand même, oui, bien sûr. Ce premier moment où vous dites, je vais prendre un risque, parce que c'est un côté entrepreneur, là, pour le coup. Ah bah ça, c'était le rêve. Ça, c'était le rêve qui faisait pas partie du... Mais se dire, je vais être actionnaire de la boîte dans laquelle je travaille, alors pour moi, c'était le rêve, ça. Et comment vous vivez ce qu'on pourrait appeler comme un échec? C'est forcément une déception. Mais on n'a pas le temps de réfléchir à cette déception parce que il faut trouver un autre boulot. Donc on passe de la déception à la nécessité de trouver autre chose. Et là, recoup de chance, ben, vous vous rendez compte. De toute façon, moi, ma réussite, c'est que l'addition des chances, hein, on en a déjà noté. On va en noter d'autres parce que c'est pas fini. Là, vous savez, Bruno, tous mes invités me disent ça. Ouais. Mais ils ont raison. Ils ont tous raison. Et moi, je pense que c'est et 100% de la chance et 100% être en position de pouvoir en fait prendre l'opportunité quand elle se présente. Et en fait, à un moment donné, c'est important de savoir qu'il y a la chance et on va en parler. Vous allez me dire c'est quoi justement ce concours de circonstances. Mais il y a un moment donné, ce qui fait que vous êtes là et on pense à vous, c'est pas anodin. Je veux dire, à un moment donné, C'est vrai, mais d'ailleurs, bon, on a déjà parlé d'un certain nombre de chances. À chaque fois, on l'a illustré au travers d'un individu qui vous a ouvert une porte. Et donc cet individu, soit c'est pour des raisons affectives, soit c'est pour des considérations professionnelles. Donc c'est de la chance, mais c'est un concours. Il y a un alignement d'intérêts. Donc là, c'est le commissaire aux comptes. Je reviens de ma petite filiale. La mienne qui n'était pas la mienne, justement. Qui aurait pu être, mais qui ne l'était pas. Qui aurait pu l'être. Ça, c'est pas fait. Et donc le commissaire aux comptes de la SICOF est commissaire aux comptes de Beneteau. Il apprend que je m'en vais et il me dit, ils sont en train de chercher un nouveau directeur financier parce que le directeur financier actuel s'en va. Je dis oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je dise, moi, ça m'intéresse. Et donc, ce fameux commissaire aux comptes, Monsieur Delpech, appelle Madame Roux et dit, voilà, j'ai un candidat pour vous. Bon. Donc le mec, hein, il est commissaire aux comptes de Beneteau, il connaît Madame Roux et il dit, j'en connais un qui devrait faire l'affaire. Et Madame Roux lui répond, il a qu'à passer par le cabinet de recrutement, je vous donne les coordonnées. Parfait. Je rentre dans le recrutement. Donc la voie normale, quelque part. Mais je serais jamais rentré autrement. Vous connaissez déjà, j'imagine, de réputation. De réputation, oui, Beneteau. Oui, bien sûr. Donc pour moi, c'était, je sais pas, 5-6 fois la taille. C'était une boîte familiale. C'était coté en bourse. Encore une dimension supplémentaire. Si je raisonne plan de carrière. Bien sûr. Si je pouvais être directeur financier d'une société cotée, je grandis. Saurais-je le faire? Ça, je sais pas, mais voilà. Et donc, je m'installe dans le recrutement. Enfin, je m'inscris dans le recrutement. Et Madame Roux a le choix à la fin entre 3 candidats. Moi, j'étais le gamin, et puis les autres, ils avaient 40 ou 50 ans. Enfin, voilà. Donc, normalement, c'était perdu, quoi. Je la rencontre, puis on a le fit. J'ai senti qu'on avait le fit. Ce que je savais pas à l'époque, c'est que Madame Roux était une instinctive, sensitive. Et donc, elle a réfléchi à rien. Elle dit, c'est lui que je prends. Puis après, quand elle m'a revu, quand je suis rentré, elle m'a dit, quand même, vous faites très jeune. Vous pourrez pas rencontrer les banquiers. Donc, vous voyez, c'était... Juste sur ce point-là d'instinctif par rapport à analytique, si j'essaie de comparer. Bon, ça, vous le découvrirez après, a posteriori. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut quand même essayer de déconstruire un peu qu'est-ce qui explique que finalement il y a cet élan-là et c'est vous et c'est pas les autres? Je connaissais pas les autres, donc je peux pas vous dire. Vous n'avez pas reparlé avec elle depuis? Non. Par contre, je savais que les autres personnes étaient plus expérimentées que moi, ça c'est sûr. Elles avaient peut-être un meilleur CV que le mien, vraisemblablement.
mais elle m'a choisi. Et surtout, c'est quand je suis rentré et que j'ai entendu sa réaction, dire « Ah non, vous êtes beaucoup trop jeune ». C'est ça qui m'a marqué. Oui, tout à fait. C'est le mec, tu recrutes quelqu'un, le mec arrive et tu lui dis « Ah non, ça va pas le faire ». C'est extraordinaire. C'est assez incroyable et en même temps, on pourrait se dire, c'est un bon moyen de dire, maintenant que tu es là, Bon, de toute façon, j'étais motivé pour voilà. essayer de réussir. Va falloir prouver parce que... C'était un challenge quand même. Hein. Et c'est justement d'ailleurs ce rapport à la... Parce que là, on avance petit à petit, mais pour l'instant, chaque fois que vous avez pris un nouveau rôle, vous êtes quand même toujours le jeune, entre guillemets. Enfin, vous étiez quand même toujours un peu en avance sur ceux qui vous entouraient, en tout cas. Chez Beneteau, c'est sûr. Chez Manitou, non. Enfin, j'étais très jeune. Je démarrais. Oui, Marrant. ça... Et puis Sikov, moyen, on va dire. Mais surtout, à chaque fois, c'était pour moi, est-ce que je saurais faire, quoi, parce que je franchis une étape. On va pas dire, oui. C'était toujours la première préoccupation. Donc, la motivation pour travailler au maximum était... le raisonnement n'était pas un plan de carrière à chaque fois. Je savais que c'était une étape, donc c'était positif. Mais après, je disais, je le fais ou je le fais pas, là. J'y arrive ou j'y arrive pas. Et vous avez jamais douté de votre capacité à le faire? La conviction, c'était toujours de dire, est-ce que je saurais le faire? Donc, le doute était clair. Et donc, j'aime pas les doutes. Donc, je me battais pour, voilà. Et à chaque fois, ça s'est bien passé. C'est pas la peine de réfléchir à savoir ça va marcher ou pas. T'as sûrement du boulot, t'as 1000 choses à apprendre que tu connais pas pour réussir, donc vas-y, quoi. Et du coup, cette arrivée-là donc Beneteau, c'est 89. Vous avez 32 ans. Vous arrivez en tant que directeur financier. Comment, en fait, on gère justement une arrivée comme ça dans une boîte établie qui a une histoire où vous arrivez donc dans un rôle de direction? Je sais pas si vous vous souvenez des premiers jours, des premières semaines, comment vous êtes accueillis, comment est-ce que votre posture est par rapport à tout ça? Bah déjà, je fais profil bas. Hein. Je rencontre Madame Roux qui me rappelle que je suis quand même très jeune. Vous pourrez peut-être pas rencontrer les banquiers, ça débarque pas bien, quoi. Après, je vis 3 semaines avec le directeur financier, adorable d'ailleurs. Quand il me parle, j'ai l'impression que lui, il a vraiment le niveau où moi je l'ai pas, quoi, parce qu'il utilise des grands mots, il est extraordinaire. Je pense que je suis hyper concentré toutes les minutes des 3 semaines que j'ai passées avec lui. Et puis après, dans la boîte, c'est pas un événement, ça intéresse personne. Donc là, je suis focus sur le service comptable, le service contrôle de gestion. J'avais 2 services, j'avais un certain nombre de personnes, j'avais jamais eu tout ça. Donc je parle avec le patron du contrôle de gestion, je parle avec le chef comptable et tout ça. Bon, il y avait un certain nombre de sujets qui n'allaient pas, et donc je me dis, ça c'est clair, ça va pas, quoi. Donc faut résoudre ça. Et j'en parle avec personne. Personne me demande de compte, et j'identifie des sujets, il faut vraiment les régler, quoi. Et je me dis, on va régler ces sujets. Et en réglant ces sujets, évidemment, ça prend un peu de consistance, et là je commence à parler avec plein d'autres gens. Enfin, c'est la mayonnaise qui prend, mais à la base c'était... D'ailleurs, je change et le patron du contrôle de gestion et le chef comptable, mais j'ai peut-être mis 2 ans à le faire. Okay. C'est pas fait en 5 minutes. Mais avec eux, j'ai fait l'inventaire de tout ce qui était défaillant, et il y avait beaucoup de choses qui étaient défaillantes. Ce qui m'impressionnait d'ailleurs pour une société cotée en bourse, enfin c'était le second marché peut-être, mais je me pose pas de questions, je dis voilà, je pense que les problèmes que j'avais identifiés étaient réels, donc c'est bien, mais surtout on les a réglés. Et donc après, il y avait de l'air, quoi. On pouvait faire autre chose. Il y a 2 choses que ça me donne envie de creuser avec vous, c'est le rapport au père. Donc vous dites, vous demandiez pas grand-chose à personne, vous posiez pas de questions, on va dire, à ce moment-là. Enfin, c'est période. À ce moment précis, là, oui. Quand je rentre chez Beneteau, oui, parce que il y a des problèmes qui sont spécifiquement dans le spectre de la finance et contrôle-gestion, et je vois que là, on a des manquements importants. Donc, avant d'aller voir les autres pour leur dire... Donc, c'est indépendant, en fait, des autres... Ah oui, complètement. Ouais, ok. Et puis, le diagnostic, je le fais tout seul. Ok. Personne ne peut le faire à ma place. Et puis, a priori, le diagnostic est le bon. Enfin, surtout, les solutions qu'on met en place sont les bonnes. Et là, ça transcende, parce que je me dis, on a fait tout ça. Et donc, je peux faire autre chose, quoi. Et donc, je sors la tête de mon bureau et je dis, il y a une production, il y a un commerce, il y a un marketing. Enfin, vous voyez, ce que j'avais appris avant, je me dis, tiens, je vais peut-être pouvoir aller voir, quoi. Donc, vous avez quand même le temps. Enfin, ce que je retiens, c'est que vous vous concentrez d'abord sur le précaré, de l'ordre. C'est quand même la responsabilité de ma fonction. Ouais. Exactement. Et ça,
Je fais pas de politique, quoi. Vous le découvrez ou vous avez, au moment du process, vous avez dans votre, un peu votre qualification du job, conscience en fait de la situation? Pas du tout. Je découvre quelque chose que je n'imaginais pas. Ça veut pas dire qu'on me l'ait caché, d'ailleurs. Je suis pas sûr que Madame Roux en avait conscience elle-même, donc je pense pas qu'il y ait eu de malveillance du tout. Mais je découvre un truc qui va pas, quoi, c'est tout. Donc j'ai dit, il faut que je le règle. Tout simplement. Du pain béni, finalement. J'ai de la chance encore. En fait, vous avez votre terrain de jeu pour construire votre crédibilité et, Bah oui. et là où votre compétence est déjà utile, en fait. Je me suis pas intéressé aux mondanités. Je me suis dit, on a un problème et c'est dans ma cour, donc faut le régler. Et sur le rapport au management, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais vous parliez là d'un passage d'échelle en termes de nombre de personnes que vous devez gérer, enfin les équipes, etc. Comment en fait vous avez vécu aussi toute cette période-là de votre premier job jusqu'à aujourd'hui sur votre rapport au management, aux équipes que vous gériez? Quand je vais à Poitiers chez Manitou, je gère 2 personnes. C'est énorme. Bah oui. À la SICOF, je gère 6 à 8 personnes. Et quand je rentre chez Beneteau, c'est 12 à 15. Donc c'est considérable. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique, je l'ai découvert en échangeant. Vous n'êtes pas forcément fan des concepts. Non, pas trop. Donc, Bah, j'ai pas le niveau intellectuel pour le faire. Ah si. Vous savez, il y a le QI et puis l'intelligence de base, quoi. Je suis plutôt... je vais quand même vous poser la question, on va faire cet exercice. Et qu'est-ce que vous avez réussi peut-être à en retenir sur cette première étape, cette découverte du management et peut-être votre style de management? Comment est-ce que vous pouvez le à chaque fois, après, après c'était un réflexe, puis c'était une évidence pour moi. À chaque fois, tous les gens avec lesquels je travaillais, j'avais une relation personnelle avec eux. Ça, c'est la base. Déjà, faut les saluer le matin, faut leur demander comment ils vont, et voilà. Puis quand il y a un problème, faut aller les voir en disant qu'est-ce que t'en penses et tout. Enfin, mais à chaque fois, c'est magique. Hein. Les gens, ils vous donnent mais énormément. Un problème de management, c'est quand vous avez un collaborateur, il n'est pas en phase avec vous. Ça vous bouffe. Mais honnêtement, alors encore plus dans ces jobs-là, quand j'avais 6 personnes, 12 personnes, forcément, j'avais aucun problème de management. Je n'avais que des satisfactions. Et ben, c'est ces gens-là qui vous poussent à, quand vous dites qu'il y a un problème, on va le résoudre, et ben on le résout. Si on prend un exemple concret là dans ce que vous m'avez raconté, vous m'avez expliqué qu'il y avait 2 personnes qui étaient les leaders des 2 équipes qui, au bout de 2 ans, ne sont plus là. Oui, parce qu'elles sont pas au niveau et Voilà. et donc on les licencie. Du coup, typiquement, ce type de Ça, c'est geste, difficile. C'est très difficile, humainement. Mais c'est obligatoire. Et alors, l'impact sur les équipes. Parce que ces gens-là, quand ils sont pas au niveau, bah, ils sont pas au niveau avec les gens avec lesquels ils travaillent. Et c'est ces gens-là qui souffrent. Donc, il n'y a pas que le système qui souffre parce qu'on n'a pas le rendu qu'on devrait avoir. Il y a plein de gens qui souffrent. Et quand vous enlevez ces gens-là, alors évidemment, si vous enlevez des bons, alors là, vous faites la plus grosse bêtise de votre vie. Hein. Et les gens, ils viennent pas vous embrasser dans le bureau le lendemain matin, mais vous le voyez. Ils ont le sourire et ils en font encore plus. Et alors là, après, vous pouvez leur demander ce que vous voulez. C'est pas pour ça qu'il faut leur demander n'importe quoi. Mais c'est l'exemplarité, ça. Donc, les licenciements, c'est forcément difficile. Mais des licenciements comme ça, c'est nécessaire. Et pour l'entreprise, et pour les gens à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est comme ça que vous bâtissez votre crédibilité. et c'était les premiers que vous avez eu à gérer, ou vous en avez fait Oui. avant? Je crois que c'est les 2 premiers, oui. Non, avant, j'ai pas eu ce sujet. À force d'échanger avec des dirigeants à mon micro, j'entends souvent ce conseil. Hein. C'est très nettement une des plus grosses bêtises qui suit des équipes ou des boîtes, c'est de laisser des personnes comme ça dans les organisations, par manque de courage, pour aller justement les sortir. Et une fois m'a parlé de cette image de bus en disant en fait l'entreprise c'est un bus et puis bah il y a des gens qui montent et il y a des gens qui descendent et en fait ça avance et c'est normal. En fait c'est la juste logique des choses. Cette conviction-là, vous l'êtes forgée comment? Je crois que ces principes de réalité, c'est vous avez un problème, vous en avez 2, vous en avez 3, vous en avez 4. À un moment, vous dites, on va les régler. Ah oui, mais on va pas les régler avec lui. Donc, si je peux pas les régler avec lui, il faut que lui il sorte pour que le système avance. Puis, je pense qu'il y a aussi l'inconscience de la jeunesse. Hein. Ça a dû m'aider aussi. Vous avez la force de la responsabilité de votre mission en disant, mais quand même là, c'est noir, il faut que ce soit blanc. Je sais comment il faut que ce soit blanc. Mais alors pourquoi? Ah bah oui, ça vient de lui. Donc, on l'enlève et puis là, vous apercevez que ce qui est autour, tout le monde est content. Donc, et puis l'entreprise en profite. Donc vous avancez. Vous pouvez avoir des interdits parce que vous pouvez licencier quelqu'un que vous n'avez pas le droit de licencier. Alors ça, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si ça m'est arrivé, moi.
Vous savez, il y a des gens protégés dans les Oui, boîtes. oui, bien sûr. Soit parce qu'ils connaissent le patron, Mm. soit parce qu'ils ont fait quand même des choses formidables pour l'entreprise. D'ailleurs, c'est plutôt ça, moi, qui marquait le plus. Je me disais, bah oui, celui-là, on peut pas lui faire ça quand même. T'as vu tout ce qu'il a fait. Donc, il faut qu'on le positionne dans un rôle où il va pas être musicien d'entreprise, mais il faut le garder. Ça, j'étais sensible à cet argument. Après, c'est le beau-frère de machin. Là, j'étais beaucoup moins sensible. Très clair. Non, mais celui qui a fait quelque chose pour l'entreprise, il faut le respecter quand même. Mais il faut pas empêcher l'entreprise d'avancer. Donc, il y a toujours des façons de mettre un peu à côté tout en le laissant valoriser, quoi. Oui, ça arrive, ça. À un moment donné, en fait, vous êtes confronté aussi à ce type d'arbitrage. Ouais, il y a l'histoire. Faut respecter l'histoire. Mm. Mais il y a deux histoires. Je suis né, machin, c'est une histoire. J'ai fait beaucoup de choses pour l'entreprise, c'est une autre histoire. Donc, évidemment, mon camp, c'était plutôt Le faire. l'entreprise. Du être, ouais. Plutôt que je suis né de machin, quoi. Bon. On avance dans cette expérience de directeur financier. Ça dure 5 ans. 89 et 5, 94. Alors même que, on parlait du plan de carrière, là. Quand je rentre chez Beneteau, je sais que je franchis, parce que directeur financier d'une boîte inscrite au second marché. Et je pense plus du tout à la direction générale. Mm. Parce que je suis dans une boîte, je me dis, mais c'est inaccessible, ça c'est pas pour moi. Donc, mais c'est pas un problème. Mm. Voilà. Et donc là, c'est à nouveau un moment clé. Mm. Peut-être poser les éléments de contexte. Premier élément de contexte que vous venez de donner, c'est-à-dire, c'est plus votre driver. En fait, vous n'avez pas ça comme objectif à ce moment-là. En tout cas, quand vous arrivez. Oui, je pense pas du tout à ça. Hein. Peut-être autre élément de contexte, vous avez dit que les 2 premières années, vous étiez très concentré sur la direction financière et qu'au bout d'un moment, vous avez quand même commencé à aller parler à vos pairs et à sortir sur les autres métiers. 91, 94, je suis ouvert à tout, quoi. Et à fond sur tout, j'apprends plein de choses, c'est formidable. Donc vous êtes aussi quand même identifié comme quelqu'un qui sait parler aux autres et travailler avec les autres. Ça, on peut le dire quand je l'apprends en 95 parce que je m'y attends pas du tout. Alors je vous laisse m'expliquer comment ça se passe. Bah non, parce que j'ai aucune raison de l'être. Hein. Bah, comment ça se passe? D'abord, il y a toujours un contexte dans une entreprise. Donc, 91, je sors enfin de mon bureau. Enfin, ça veut dire que je m'occupe quand même encore de la finance et de la compta, mais je m'intéresse à autre chose. À l'époque, quand même, il y avait une direction générale. C'était Monsieur Louis-Claude Roux. On l'appelait le directeur général de l'extérieur parce qu'on le voyait jamais, ou très peu. Par contre, il parlait tout le temps, il partageait toujours avec Madame Roux de la boîte. Et ça avait beaucoup d'importance. Qui était son mari, en fait. Qui était son mari. Qui avait une entreprise, en plus de quincaillerie à Chaland, et qui avait des responsabilités politiques au niveau du département aussi. Donc on savait que c'était le directeur général, mais c'est un homme qu'on voyait pas, puis voilà. Et puis par contre, dans la boîte, il y avait un dauphin. Enfin, un dauphin, il a jamais été... C'est moi qui dis que c'était un dauphin, parce que on me parlait toujours d'un dénommé Christian Escovici, que je salue au passage, et qui était patron, ça m'a rappelé quelque chose, qui était patron de la filiale américaine. Filiale américaine que j'avais refusée chez Elfecton. Et là, j'entends que le successeur, ce sera sûrement lui, parce qu'il est hyper bien vu par Madame Roux. J'entends ça, puis c'est tout, voilà. Et c'est donc ça me fait penser, moi, personnellement, mais ça change rien. Et donc je rencontre ce type avec lequel une super relation, je trouve super et tout, génial. Et puis un jour, il rentre en France. Et il rentre à un moment où c'est difficile. Et donc, il y a des mesures à prendre. Et je suis à ses côtés d'ailleurs, on prépare les mesures ensemble, voilà, bon. Et on les présente. Et à chaque fois, Madame Roux nous donne son accord et le soir, elle rentre chez elle et le lendemain, elle revient en disant non, c'est pas possible. Et donc, lui, qui est en charge, hein, je me mets à sa place, il s'inquiète, il s'agace et tout ça. Et donc, il démissionne. Donc ça, c'est un moment difficile. Hein. Parce que moi, j'étais avec lui, j'étais d'accord avec les mesures, je comprenais pas qu'elles soient pas prises. Et lui, il est en première ligne, il est responsable. Enfin, il est responsable, mais il arrête, quoi. Et il décide d'arrêter. C'est il vraiment décide d'arrêter. Donc ça, c'est un moment difficile. Et alors, je pense pas du tout à le remplacer. Hein. Ça me vient même pas... Je dis, c'est un drame, là. En plus, les mesures sont pas prises. Comment va-t-on faire, quoi? Mais bon, c'est pas mon sujet, mais comment va-t-on faire, quoi? Peut-être pour un tout petit peu de contexte, c'est quand même des mesures qui vous impactent parce que c'est des mesures qui ont un impact financier important pour la boîte. J'étais d'accord avec ces mesures. Voilà, non, mais c'est ça. Mais je l'accompagne d'ailleurs. Hein. Oui. Bon, on est bâché, et puis il s'en va. Donc, derrière, décès de M. Louis-Claude Roux. Donc, le directeur général, qui était quand même le dauphin, qui était un de grande qualité, qui adorait Madame Roux et tout, enfin, c'était génial, quoi. Moi, je l'aimais bien, donc c'était pas... Franchement, tout allait bien. Il s'en va pour les raisons que je vous ai expliquées. Monsieur Roux décède. Le grand vide, là. Je me pose toujours pas de questions. Je me dis, ils vont être obligés de recruter un directeur général. Qu'il soit pas à l'extérieur ou qu'il soit pas le dauphin, mais un nouveau directeur général, ouais. Et là, surprise. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé en très peu de temps. Moi, j'ai jamais posé la question à Madame Roux. Moi, j'ai une petite idée, c'est que, normalement, elle devait lancer un recrutement.
Elle n'a pas lancé de recrutement. Je me dis, la seule analyse que j'ai faite, c'est que elle a connu un directeur général qui était un homme de grande qualité, qui s'appelait Xavier Fontanet, qui est assez connu en France, qui a fait une carrière formidable avec Silor, et qui a quitté Madame Roux au moment de l'osmose, en disant la boîte est foutue, je me barre, quoi. Peut-être juste pour ceux qui connaissent pas ce sujet, en une Oui, phrase. l'osmose, c'était un sinistre sériel sur les coques des bateaux Beneteau, et la boîte aurait pu en mourir. C'est une filiale de l'Air Liquide qui avait créé ce sinistre, mais le temps de le faire reconnaître en justice, et en même temps, il fallait avancer l'argent pour rembourser. C'est ça. Vous êtes Donc- exposé. En fait, c'est vous qui êtes exposé en termes de risque dans ce mécanisme-là. Et il faut se battre pour aller chercher en fait les sous Oui, qui sont dus par la personne responsable. mais En pour tout cas, passer par la c'est justice. ça. Et tout. Donc, en termes de trésor, enfin, c'est le fameux sujet là qui. Et donc Beneteau est considéré dans l'écosystème comme la boîte qui va déposer son bilan parce qu'elle ne pourra pas se lutter contre l'air liquide. C'était un peu ça. Hein. Enfin, ça, on en parlera peut-être. Mais... Et Madame Roux m'appelle et elle me dit Bruno, c'est vous qui êtes le directeur général. Mais je tombe de l'armoire. Hein. Et je dis mais pourquoi? Et elle me dit j'en ai parlé avec François. François, c'est un homme important. Il s'appelle François Chalin. Il a fait des choses formidables dans la plaisance. Il était spécialisé sur le développement produit, pas du tout dans mon monde. En plus, il aimait pas du tout la finance. Et moi, le développement produit, j'y connaissais rien, donc on avait tout pour s'entendre. Je pense que ces détails a son importance. Forcément qu'elle l'a interrogé. Ça, je suis sûr qu'elle l'a interrogé, Madame Roux. Elle dit, on fait quoi? Elle dit, vous savez, Bruno, prenez-le. Alors ça, c'était une caution morale extraordinaire. Bon, j'ai dit, j'y vais, quoi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, à part la solution externe, en interne, il y avait d'autres personnes qui étaient... Non, pas même, non, c'est pas le souvenir que j'en ai. J'espère que je fais offense à personne. Je pense pas qu'il y a des gens qui étaient sur les rangs, non. Okay. Non, je pense que c'était une évidence pour tout le monde qu'on allait recruter quelqu'un. Là, on est dans le... Là, j'ai 39 ans. Waouh. Et check, le deal de départ, vous êtes DG d'une ETI française, donc une grosse PME, on est plus sur la PME là quand même. Ouais, c'est fou ça. À 39 ans. Ouais. Certes, une boîte en difficulté. Oui, c'est ça. Parce que ça, on va rentrer là-dedans. Oui, en difficulté, oui. En difficulté, d'abord on sortait d'une crise dans laquelle on devait prendre des mesures. Comment ça se passe quand on nous donne ce mandat-là? Elle vous dit, voilà, vous prenez le job, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, il y a un problème sur la table. Non, on m'a pas dit qu'est-ce qu'on fait. Je sais pas son genre. Okay. Je sais pas sa façon de raisonner. Elle me dit, vous prenez le job. Je dis, pourquoi moi? Et elle me dit, j'en ai parlé avec François. Je pense que ça dure 10 minutes en plus. Hein. D'accord. Et je dis, mais c'est énorme. Faut que j'y aille, quoi. Non, on se pose pas beaucoup de questions, quoi. Et quelle va être, du coup, votre priorité le jour... les 5 minutes qui vont suivre? Vous avez maintenant une nouvelle casquette. Les 5 minutes, je sais pas, mais... Bon, après, moi, je savais qu'il y avait des choses à faire. Je savais ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Donc, je m'attaque en priorité parce qu'il y avait quand même des choses à faire qu'on pouvait faire intelligemment, sans en parler. Donc, je m'attaque à fond là-dessus parce qu'on est en crise quand même. Ce que vous n'avez pas dit, mais qu'on peut comprendre dans l'histoire, c'est que quand Madame Roux revenait le lendemain et disait on n'y va pas, ouais. En fait, c'était son mari qui lui disait globalement, a priori, c'est une hypothèse. C'est quasi certitude. Voilà. On n'en a pas la preuve, mais entre le discours du soir et le discours du lendemain. D'ailleurs, elle disait, j'ai vu mon mari, on en a parlé, et voilà. Donc, ça s'avère que après, le mari n'est plus là, donc en fait, elle est plutôt libre. Et alors là, je profite beaucoup on a parlé tout à l'heure, on est en 94, je suis rentré en 89, 91, je suis focalisé sur... Et 91 à 94, je me passionne pour tout ce qui existe dans l'entreprise. Et donc, j'identifie un certain nombre, c'est pas moi qui les identifie, je parle avec les gens, et je vois que ça a du sens, que si on faisait ça, ça pourrait faire ça et tout. Et donc, mon plan d'action, il est tout de suite, quoi. Je fonce. Et en plus, j'ai des ambassadeurs, puisque, je dis, on avait parlé de ça. On le fait ou pas? On le fait vraiment? Oui, on va le faire. On le fait. Et là, c'était magique. Donc, c'était facile, en fait. Oui, en fait, le plan, il était écrit. Non, mais vous avez écrit parce que je crois Non, mais il était écrit. J'avais une connaissance. J'ai dit, il faut que j'aille voir ça, Parce que je vivais avec ça. Mais jamais on m'a demandé un PowerPoint en disant quel est ton plan d'action. Donc, le lendemain matin, je suis arrivé, puis j'ai commencé, quoi. Et ça fait quoi? Je faisais ça, l'après-midi, je faisais ça, le lendemain, je faisais encore autre chose, et puis j'attaquais tous les sujets. Et c'est quoi les gros faits d'armes? Peut-être si vous pouvez zoomer sur un ou deux gros faits d'armes de cette période-là. Il y avait un gros problème de stock, par exemple, donc ça, c'était un sujet un peu technique, quoi. Et pour résoudre un problème de stock, faut essayer de produire moins, et donc vous alimentez moins les usines, donc c'est plus difficile que d'autres sujets.
Non, par contre, il y a un sujet, mais que j'avais initié avant d'être directeur général, qui était le financement des réseaux, là, qui s'est avéré très utile parce que il y avait quand même 2 grands acteurs en Vendée, il y avait Beneteau et Jeannot. Tout le monde disait, Beneteau va fondre les plombs et Jeannot va réussir. Et c'est vrai que quand je suis rentré chez Beneteau, je me suis dit, voilà, ça va pas être fait. Parce qu'on avait quand même le litige Osmose, qui ne peut pas régler, qui s'est réglé qu'en 91. Et on a lancé un système de financement des réseaux qui, en 2 ans, a fait une différence très importante avec Jeannot. Et qui a fait que les dépôts de bilan accumulés par Jeannot, nous on en a eu aussi, mais beaucoup moins, dans des moins grandes proportions, a fait la différence. Et c'est Jeannot qui est allé au tapis et pas Beneteau. C'est un moment mythique en fait à l'échelle du territoire Ouais, et du marché. Pour la Vendée, c'était mythique. Pour le marché, c'était très important, très sensible. Pour le marché de la voile, c'était un leadership ad vitam aeternam, quoi, qui s'inscrivait, quoi. C'était pour la voile. Donc à ce moment-là, en fait, vous avez fait ce travail-là que vous avez entamé en étant CFO, avec ce modèle de financement des concessions. Très original Voilà. dans le métier de la plaisance, mais qui existait dans le métier automobile. On le lance, mais on est les seuls lancés et on n'a pas été copié pendant très très longtemps d'ailleurs. C'est assez drôle ça. C'était un peu exigeant en pédagogie, mais parce que c'était un changement très important. Là, c'est intéressant parce que moi, j'avais une idée assez claire. Mais après, il fallait la vendre au commercial et au réseau. Et donc là, j'ai la chance d'avoir des gens du commerce qui me disent on va aller ensemble. C'est toi qui parleras, mais je serai là, quoi. Je serai la caution morale. Et ça s'est bien passé. C'est un élément préparatoire de l'étape d'après, qui est quand même un moment clé dans déjà la vie d'une boîte évidemment, mais la vie d'un dirigeant, parce que là, le sujet c'est vous. Dans cette concurrence entre Beneteau et Jeannot, peut-être juste pour donner un peu de contexte, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs n'ont pas forcément conscience en fait de ces éléments de contexte. Est-ce que vous pouvez qualifier déjà cette concurrence ? C'était plus qu'une concurrence, c'était une guerre de Vendée. Alors d'abord, il y avait d'un côté le bocage et de l'autre côté le marais. Donc culturellement, ils pouvaient s'opposer, mais dans la plaisance, c'était deux concurrents. C'était frontal, c'était compliqué. C'était très malsain d'ailleurs, très malsain. Et donc, il y en a une qui est allée au tapis plus vite que l'autre. Après, ça dépendait de la reprise. En fait, on comprend en tout cas que c'est une compétition qui est très très féroce. Pas besoin forcément de rentrer dans plus de détails, mais vous avez ce contexte-là. Vous avez fait en gros, si on prend l'analogie avec l'échec, un coup de maître avant parce que vous êtes bien positionné. C'est plutôt, vous faites dédire d'une certaine manière statistique, parce qu'a priori c'était plutôt Beneteau qui était pas bien, et puis en fait là il y a un changement de position. Ça, c'était un driver quand je suis rentré chez Beneteau à Nantes. Quand j'en parlais, les gens me présentaient leurs condoléances, que ils disaient mais pourquoi t'es pas rentré chez Jeannot? Beneteau, c'est foutu. Alors ça m'a hyper motivé, là. Parce que d'entendre le politiquement correct me dire quelque chose, alors là, il n'y a pas plus grande motivation pour moi. Je savais pas que j'allais y arriver, mais j'étais hyper motivé. Ça, c'est quelque chose qui dit beaucoup de vous, ça. Terrible, ça. Ok. Vous aimez, comment vous l'exprimez, justement? Je supporte pas ce qui est politiquement correct, parce que, bon, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai? Où est le fond? Où est la vérité? C'est confortable. Puis les gens se racontent la même chose et tout. Mais il y a peut-être d'autres choses à voir. Je pense qu'ils avaient raison. Sur le papier, il n'y avait pas photo. Moi, je voyais les chiffres de Beneteau et Jeannot, il n'y avait pas photo. Donc le politiquement correct avait du sens. Mais présenter leurs condoléances, ça m'a motivé. Donc en fait, vous êtes quand même dans cette posture de challenger, en fait, dans l'âme. Ouais. Oui, jamais je pense qu'on va racheter Jeannot. Jamais je pense à ça. On arrive quand même au moment où c'est le cas. Et quand ça se produit, peut-être racontez-moi un peu comment, ce moment-là, c'est-à-dire liquidation judiciaire. Et donc là... Donc on sait que ça peut être acheté. Voilà. Ou disparaître totalement, mais ça c'est pas possible. Ou être acheté. Et donc là, comment ça se passe? Et comment vous le vivez-vous? Il n'y a pas de satisfaction. On se dit, ça dépend du repreneur. Parce qu'on sait que de toute façon Jeannot va exister, ça c'est sûr. Et donc les repreneurs se déclarent les uns après les autres. Et il y en a un qui est hyper important, il s'appelle Zodiac, la société Zodiac, qui a tous les moyens. Je suis au tribunal de commerce de La Roche, Zodiac arrive, il dit, vous inquiétez pas, voilà mon plan d'apurement du passif, tu votes Zodiac, t'as réglé le problème Jeannot, il n'y a aucun souci. Évidemment, notre analyse est différente, c'est de dire, si Zodiac reprend Jeannot, le prochain à aller au dépôt de bilan, c'est Beneteau. Ce qui est une quasi-certitude, parce que ils avaient tel moyen que même si on optimisait, voilà.
Donc, c'est une question de survie. Là, Madame Roux, c'est quand même elle, hein, parce qu'il faut le dire, elle dit, c'est pas possible. Donc, c'est nous qui devons racheter Jeannot. Bah oui, mais on n'a pas les moyens. C'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est vrai que ça suffit. Elle dit, il faut racheter Jeannot. On se démerde. Autrement, on est mort. Et elle avait raison. Et ça, je suis d'accord avec ça. Et je me dis, comment va-t-on racheter Jeannot? Et donc, on développe tout un discours qui était très cohérent d'ailleurs, et qu'on a appliqué derrière, qui finit par séduire le tribunal. En fait, c'était d'expliquer, OK, prenez Zodiac, vous n'avez plus de problème avec Jeannot, et dans 2 ans, vous avez au tribunal Beneteau, on fait comment? Alors que si Beneteau et Jeannot, au lieu de se faire une guerre, se font une concurrence équitable, les 2 entreprises vont prospérer. Alors après, il fallait quand même amener un peu de billes pour expliquer tout ça. Et le tribunal a retenu cette option. Donc il a retenu l'option vendéo-vendéenne de l'aveugle et du paralytique par rapport aux riches mondiales qui arrivaient. En gros, c'est ça. Ben, je peux vous dire que le soir du tribunal, Madame Roux était heureuse et moi, j'étais pas fier parce que je me dis, oh là là, comment va-t-on? Maintenant, ça va bosser. Et le lendemain matin, elle m'appelle. Elle me dit, Bruno, j'y vais pas, c'est vous qui allez. Le lendemain, elle était liquéfiée et moi, j'étais en pleine forme. C'est quand même drôle. C'est la complémentarité. Je veux dire, elle a été le driver pour racheter Jeannot. Elle a dit, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. On y est allé. Et quand c'est arrivé, elle a dit, vous gérez. Parce que là, récemment, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Quelqu'un qui définissait la stratégie comme étant ce qu'on fait quand c'est pour une question de vie ou de mort de l'organisation. Bien sûr. VS la tactique qui est plutôt là pour les petits coups, etc. Donc là, elle a fait un geste de stratégie, cette décision-là. Vous pouvez pour moi, non. Non, mais c'est pour ça. On peut l'appeler stratégie. Ah. Mais vous savez, stratégie, c'est un gros mot, hein, parce que là, c'était ce qu'elle disait avait du sens. Si Zodiac rachète Jeannot, on s'en sortira pas. C'est aussi simple que ça. Par contre, si on arrive à prouver que Jeannot plus Beneteau, ça peut être plus fort demain, et qu'on obtient l'accord du tribunal, tout va bien. Et après, on a appliqué la règle, hein, parce que Jeannot, Beneteau travaillaient, enfin, c'était quand même la France et l'Allemagne en 14-18, hein, qui travaillaient le lendemain matin ensemble. Hein. Enfin, on connaît les 39-45 et les Allemands et les Français n'ont pas travaillé tout de suite. Là, c'était le lendemain matin. Tribunal le 28 décembre, le 29 décembre, j'étais chez Jeannot le lendemain. Je ne savais pas s'ils allaient me recevoir quand je suis arrivé à l'accueil. Parce que pour le personnel qui avait voté, il y avait 23 votes pour Beneteau et puis il y en avait 700 pour Zodiac ou je sais pas qui. Enfin, il y en avait un troisième, mais bon. Donc, vous arrivez en terrain hostile. Vous êtes propriétaire, mais vous venez squatter l'entreprise. Alors que vous êtes propriétaire. Donc, je suis tout seul dans le hall. Hein. Je me dis, j'espère qu'ils vont me laisser rentrer. Vous n'êtes même pas sûr de ça. Hein. C'est lunaire, en fait, comme si c'est lunaire. Hein. Et quelqu'un me reçoit et voilà, ça démarre. Et qui vous reçoit? Le DRH. Et il vous dit quoi? Souhaite la bienvenue, bonjour, et puis voilà, on commence. Il y avait dans le plan de reprise, il y avait un licenciement de 50 personnes à faire, dans les indirects, hein, pas dans les usines. Et donc, on doit rendre la copie au tribunal en 3 semaines, donc on a une matière pour travailler que là-dessus au départ, quoi. Alors, c'est quand même assez original, quoi, parce que les 50, je les connais pas, moi. Hein. Mais c'est moi qui dois signer les noms. Donc, il faut bien que je parle avec ceux qui m'entourent. Donc, je commence à parler avec certains, avec chacun et tout, voilà. Ça se passe plutôt bien. Il y a juste eu un réglage sur une personne, mais ça a pris un peu de temps. Puis, il y avait une deuxième préoccupation, c'est que l'entreprise était arrêtée. Il fallait redémarrer les usines. Donc, fallait parler aux organisations syndicales et il fallait parler au personnel. Donc, il fallait préparer la réunion du personnel avec Madame Roux qui viendrait. Enfin, l'ennemi de toujours, quand même, hein. Sans qu'on se fasse siffler, boycotter et tout ça, c'était difficile. Bon. Donc on affirme nos convictions, on dit non, mais voilà comment on va faire, et Jeannot, ceci, il y aura une égalité de moyens, c'est pas Beneteau, c'est pas une capitulation, c'est voilà. Mais bon, au début, c'est que des mots pour les gens, hein. Puis ils s'y croient pas, forcément. Forcément qu'ils y croient pas. Et on arrive à faire redémarrer l'entreprise. Donc les usines reprennent, donc on peut parler plus sereinement. Et là, j'y passe un temps fou, quoi. Je passe les 6 mois qui suivent, j'ai passé 150% de mon temps chez Jeannot. Mais plus le temps passe, je veux pas dire qu'au bout de 6 mois, tout le monde croyait à 100%, mais j'avais déjà peut-être convaincu 50%, c'est énorme. Donc ça change la dynamique s'inverse. Et là, c'est que de la pédagogie et de la conviction que vous y mettez, parce qu'en plus, ils vous connaissent pas, les gens. C'est qui cette tranche de cake, là? Il était quoi, lui? Il était directeur financier dans le temps, enfin, ça veut dire n'importe quoi, quoi.
Oui, il y a matière à ce que les gens se racontent autre chose que ce que vous essayez de, Bah, bien de sûr, faire ou de dire. bien Mm. sûr. Ouais. Sauf que on n'a jamais d'un iota changé ce qu'on avait dit et on l'a fait tout le temps. Donc au bout d'un moment, ça se sait et puis après, c'est gagné. Bon, les premiers jours, c'est quand même extrêmement dangereux. Et Comment vous vivez ça, vous, je veux dire, émotionnellement je et suis, comment on se blinde contre? ouais, je sais pas, je suis survolté. Hein. Ah là, je pense que j'étais totalement absent partout. Hein. Donc c'est un niveau de focus absolu. Ah ouais, c'est. Vous faites attention à tout ce que vous dites. Chaque entretien, vous écoutez les gens. Mais vraiment, vous les écoutez vraiment, quoi. Vous allez chercher ce qui les bloque et tout pour ressortir tout ça, quoi. Puis en face, alors j'ai une chance quand même, c'est que en face, je découvre des gens qui adorent leur métier, qui sont des passionnés, qui adorent leur entreprise, qui adorent leur marque. Donc je dis, bah, je suis avec vous. Ah ouais, mais t'es Beneteau. Oui, d'accord, mais Beneteau et Jeannot, c'est la même chose. Bon, ça se fait pas tout de suite, mais je rencontre le personnel. Enfin, là, j'ai que des moments d'émotion intense. Et là, il y a qu'un truc qui compte, c'est vous avez dit quelque chose, vous le faites. D'abord, ce qu'on avait dit, on avait du sens. Sauf que ça a du sens, mais quand vous êtes dans l'arène, ce que vous avez dit, personne n'y croit. Donc, tant que personne n'y croit, ça sert à rien. Même si ça a du sens. Ça a fini par marcher, mais... Et donc, vous faites que ça, quoi. Donc, j'étais focus total. Enfin, c'est le marteau et le clou, quoi. En fait, vous avez répété le même geste Ouais. avec une sorte Ouais. de persistance. Mais je Mais, trouve mais avec ça aussi. beaucoup d'écoute, parce Ouais. que vous avez la pédagogie devant 200 personnes, vous avez la pédagogie devant 10 personnes, et vous avez la pédagogie devant une personne. Et donc, c'est 3 types de pédagogie, 3 types d'attention. Mais à chaque fois, il faut être à 100%, ça c'est sûr. Je pesais beaucoup derrière, parce qu'après, les gens se parlent forcément. Forcément qu'ils se parlent. Et donc, je voyais bien. Il y a des fois, je me disais, ah, ça, j'ai plus besoin d'en parler, on est d'accord, on va le faire, ils y croient. Enfin, je voyais bien, donc c'était rassurant. Franchement, entre la première journée où j'ouvre la porte et je dis, ils me reçoivent ou me reçoivent pas, et le reste, non, mais c'est une histoire de fou. Et est-ce que c'est quelque chose... J'ai vécu un truc. des fois, on a une image, des fois, on a une image de la stratégie dans ces moments-là où, en fait, il faut un plan, il faut presque une salle avec une power map avec des cartes, avec des gens... Le des moins acteurs. possible. Le moins possible. Le moins possible. Mais comment on fait ça? Vous faites ça de manière spontanée? Que des choses simples. En plus, j'étais un peu comme ça. J'en avais ras-le-bol des PowerPoint avec 48 lignes, là, où le mec raconte les 48 lignes. Donc, je lui dis, si tu connaissais ton métier, tu n'aurais pas besoin de les écrire. C'est ton prompteur, quoi. Je veux dire, non. Oui, ce que vous m'avez montré d'ailleurs Donc, tout à l'heure, c'est que vous prenez des notes sur Ah, des petits ouais. calepins. Moi, je dis, Voilà. PowerPoint, quand il y a 3 lignes par slide, c'est bien. Une seule, alors là, c'est la perfection. Et donc, Jeannot, il y avait 10 trucs, quoi. Donc, vous faites 5 slides et puis après, c'est la conviction que vous y mettez. Mais ça suffit pas au départ tant que vous avez rien fait. Mais plus les mois passaient, plus les gens disaient, ah oui, il avait dit ça, mais ça se fait là. Ah oui, ouais, ça se fait. Et donc, ça vient. Mais ça peut pas se faire du jour au lendemain. La première réunion, c'est très dur. Hein. Vous savez pas si vous allez vous faire siffler en rentrant. Je savais pas si j'allais me faire virer en rentrant et je savais pas si j'allais me faire siffler en rentrant à la première réunion. Ce que je trouve assez incroyable quand même là-dedans aussi, c'est le rapport à la concurrence parce que très souvent, en plus avec une concurrence exacerbée comme là, on sait qu'on doit beaucoup à son concurrent parce que c'est lui qui élève le niveau de jeu, entre guillemets, Ouais. mais en même temps, en fait, on dit rarement du bien de son concurrent. Là, en fait, le concurrent, vous devenez de facto un allié, en tout cas à votre niveau dans l'organisation. Peut-être que la concurrence, elle est plutôt dans les autres niveaux de l'organisation, mais à votre niveau, vous êtes censé être et Beneteau et Jeannot, Bien sûr. et voilà, donc vous êtes... D'ailleurs, c'était très difficile ça parce que j'étais à Beneteau. Chez Beneteau, vous n'avez pas tout lu sur la stratégie qu'on voulait faire. Hein. Vous n'avez pas voulu tout lire. Donc pour Beneteau, on avait gagné la guerre. Donc les gens de chez Beneteau, on avait gagné. Bon, alors maintenant, on récolte quoi? Déjà, Kathleen, elle ne se barre pas dans 6 mois. Ils s'occupent de Jeannot, ça se passe bien. On leur réexplique que non, Beneteau et Jeannot vont grandir tous les deux. Ah oui, mais alors nous, qu'est-ce qu'on a gagné? Et donc la partie la plus difficile, elle est venue après, c'était de dire à Beneteau, c'est bien. Ah non, vous foutez de nous quand même parce qu'on a gagné. Non, on n'a pas gagné. Oui, on a gagné une situation différente dans laquelle les deux entreprises vont prospérer. Et donc après, il fallait expliquer au Beneteau que c'était pas 14-18, quoi. C'était pas une capitulation, c'était une concurrence à armes égales. Et maintenant, que le meilleur gagne. Et les deux vont gagner. Mais c'est très difficile d'expliquer ça. Alors, aux vaincus,
Bah, finalement, c'était plus facile à expliquer qu'au vainqueur. Non, mais sur le fond. Ouais, c'est incroyable. Dans l'urgence, ouais, fallait s'occuper du vaincu. bien sûr. C'était évident. Mais sur le reste, je suis pas sûr, 20 ans après, d'avoir convaincu tout le monde que c'était bien, du côté de Beneteau. Alors que Qui était c'est quand même mon cœur et ma marque. Hein. Alors que quand je vous entends, en fait, au départ, la conviction profonde que vous avez, vous et Madame Roux, c'est une question de vie ou de mort pour la boîte. Et donc, du coup, rien que le fait que Beneteau puisse prospérer du fait de cette stratégie est en soi un élément, normalement, qui doit suffire. Oui, Peut-être un peu naïf, comme... non, mais le constat était assez évident. Si Zodiac rachète Jeannot, Beneteau peut être mort dans les 2-3 ans. Ça, c'était un vrai constat. Après, avec un tribunal qui avait toutes les raisons de choisir Zodiac. Donc, comment séduire le tribunal? C'est en disant, on va faire vivre les deux. C'est le contraire de la stratégie. Bah, vous faites vivre Jeannot, mais vous allez tuer Beneteau. Là, on vous propose de faire vivre les deux. Mais ça, je veux dire, les gens de Beneteau le savaient. La France et l'Allemagne, demain matin, ils vont bien travailler ensemble. Fallait y croire. Hein. Et c'est ce qu'on a appliqué. Bah, les gens de Beneteau, ils le savaient, mais vous savez, quand vous avez gagné, vous avez bien gagné quelque chose. Parce que bon, il y a des moments, à chaque fois, c'est vraiment déception. Mais j'ai été obligé de virer le directeur commercial France de Beneteau, parce qu'il y avait une charte par rapport aux concessionnaires. On touche pas aux concessionnaires Jeannot, on touche pas aux concessionnaires Beneteau, vous faites pas des alliances, des trucs, des machins. Ouais, c'était cadré. Ouais, j'imagine bien. C'est un truc, avec un concessionnaire d'une certaine importance. Je vire le mec. Et le type, c'était un pro Beneteau. Il avait œuvré pour Beneteau pendant 25 ou 30 ans. Un mec super. Je suis obligé de le virer parce qu'il pouvait mettre en l'air tout le système. Ah, c'est pas facile, ça. Ah, mais j'imagine. On s'est revus, mais je suis sûr que il en a bavé. Hein. Parce que pour lui, c'était impossible de le virer. Il s'est dit, je me sers un petit peu au passage, quoi. Bah non, tu te sers pas au passage. Surtout maintenant, on est dans les 6 premiers mois, là. En fait, c'est que les règles du jeu devaient être tellement... il fallait rien transgresser. Exactement. En fait, donc, c'était plus contraignant pour les vainqueurs que pour les vaincus. Ouais. Les vaincus, en fait, ils ont eu tellement peur qu'ils avaient de moins en moins peur. Et les gagnants, on a gagné, mais qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, c'est assez normal, ce système de balancier. C'est incroyable. Bon, tout ça, c'est des expériences. Mais c'est une expérience de carrière qui est hors norme, parce que vivre ce moment de... Très peu de gens, en fait, finalement, le vivent comme ça. C'est assez unique. Ouais. Bon, en même temps, des moments uniques, j'en ai vécu pas mal, parce que finalement, dans les boîtes, il se passe toujours des trucs formidables, comme dans toutes les boîtes. Donc, on pense que là, c'est unique et que, maintenant, tout va bien. On va passer à autre chose. Et puis, il y a toujours d'autres moments uniques qui arrivent, quoi. Du coup, peut-être ça fait la transition avec un autre moment unique. On fait un peu un saut dans le temps, quand même. Oui, si vous parlez de 2008, c'est 95-2008. Je fais un gros saut dans le temps, à moins qu'il y ait... ça fait combien, ça fait 13 ans de plus. Ouais, c'est quand même beaucoup. Pour une boîte de 13 ans, on fait beaucoup de choses en 13 ans. Ouais. Si on parle de saut unique, c'est sûr que Beneteau Jeannot, c'est quelque chose d'assez unique. La crise de 2008 est quelque chose d'assez unique, c'est sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant, d'ailleurs, encore une fois, les entreprises, c'est comment vous les avez vécues, ces moments-là. Donc là, en fait, c'était votre posture, finalement, où vous êtes passé de CFO à DG, et donc, en fait, la strate dans laquelle vous êtes retrouvé fait que, de facto, c'est vous qui devez être leader de ce rapprochement. Et du coup, de facto aussi, de devoir prendre des décisions comme celle que vous venez d'aborder, de sortir un directeur commercial d'une des entités. Du coup, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Enfin, il y a le moment où ça y est, la mayonnaise prend. Il y a, j'imagine, d'autres moments, peut-être, vous, à titre personnel, qui ne sont pas que du business as usual, quoi, sur ces 13 ans. Disons que sur les 13 ans, le système Beneteau-Jeannot fonctionne bien, quoi. On gagne des parts de marché. L'homogénéité entre Beneteau et Jeannot se fait progressivement. On met en place certaines synergies. À chaque fois, c'est difficile. Un service d'achat commun, c'est pas si facile que ça, etc., etc. Donc, il y a plein d'épisodes dans un monde normal. Disons que l'entreprise grandit beaucoup quand même. L'entreprise grandit beaucoup. Je pense qu'on atteint le leadership. Oui, parce qu'on investit. La voile, c'était bien. On consolide nos parts grâce au catamaran, qui était à l'origine. Beneteau avait essayé, mais ça n'avait pas duré. Jeannot avait encore un petit truc de catamaran, mais qui faisait rien du tout. Et là, on fonce sur le catamaran, donc ça marche très bien. Et après, on attaque le moteur.
On attaque le moteur parce qu'on est leader mondial de la voile assez largement, on va dire. Et en moteur, on reste encore petit. On essaye d'être numéro 1 européen, et puis voilà. Je pense que c'est seulement après la crise de 2008 là, qu'on devient leader mondial de la plaisance dans sa globalité. Il faut savoir quand même que voile moteur, dans le monde de la plaisance, c'est 80-20 ou plutôt 90-10. Hein. Donc, quand vous êtes leader mondial du 10% du marché, c'est bien. Mais vous n'êtes pas leader mondial du marché, quoi. Donc, ouais, on a beaucoup travaillé pendant 13 ans. Ouais. C'est un peu un fil rouge quand même de votre carrière, c'est cette fameuse gestion des crises, en fait, qui ont des natures qui sont très protéiformes, hein, des crises. Là, on parle d'une crise de Jeannot, et puis enfin le moment de gestion. Il y a aussi avant votre passage de DG, c'est en soi une crise aussi sous une autre forme. Il y a le marché qui a été plus dur dans les années 90, et puis 2000. Oui. J'ai 80, les trois crises. 91, je parle de crise, hein, je parle pas de Béléto, Jeannot. Oui, c'est ça. Crise du marché. Du marché, oui. 91, 2001 et 2008. Et donc 2001, on n'en a pas forcément parlé en préparation, mais c'était beaucoup la bulle Internet. Hein. Ah, vous avez subi Oui, parce que à la marche, ça crée des soubresauts. Nos clients sont des gens qui disent, le bateau, tiens, je ne ferai pas cette année. C'est bête quand ils sont plusieurs à se dire ça, vous le voyez dans votre chiffre d'affaires. La plus grosse crise, parce que même 91, on a eu une crise, la plus grosse crise, c'est 2008, parce que là, c'est l'arrêt sur image, quoi. Peut-être pour donner un peu de contexte, pouvez-vous, même si on connaît tous la crise de 2008, financière, c'est quoi les chiffres ? 2008, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on parlait de crise systémique. Est-ce que le système va exploser ? Ça, c'était quand même une notion nouvelle. L'effet sur le bateau, c'était arrêt total. Je me souviens encore, c'était début septembre, on était au Salon de Cannes. On est le jeudi, je crois que c'est ça. On vend des bateaux. Dans la nuit, on apprend qu'il y a un problème, qui était un peu connu de certains observateurs, la crise des subprimes américaines. En fait, elle avait commencé en 2007, mais d'un seul coup, paf, c'est pour tout le monde. Bon, on revoit les clients du jeudi qui viennent annuler leur bateau. Bon, après, on n'a plus rien vendu, quoi. Et donc, c'est arrêt sur image, quoi. Le seul intérêt, entre guillemets, de cette crise, c'est que on a assez vite identifié notre point bas, sans en être très sûr. C'était moins 50. Donc, on se dit, c'est moins 50. C'est déjà une chose de se dire moins 50. La deuxième chose qu'il faut se dire, c'est combien de temps ? Là, aucune visibilité. Donc, c'est sûrement pas 1 an. C'est au moins 3 ans. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez à moins 50 et vous dites, dans les 3 ans, on ne remontera pas au niveau 100, ça c'est sûr. Donc, vous savez déjà que vous avez un problème de sureffectif. Vous le savez le matin. D'abord, à titre personnel, c'est dur. Parce que vous vous dites, ce dont je suis sûr, les gens vont avoir plein de doutes ou les mêmes certitudes, donc ils vont être affolés. Donc, faut tenir le choc. Il n'est pas question de raconter que c'est moins 50 et c'est 3 ans. Attendez les gars, il faut gagner du temps, quoi. Et puis, il faut mettre en place sa stratégie de communication et de pédagogie pour arriver au même résultat, mais dans l'ordre, quoi. Donc, sourire. Mais vous n'êtes pas bien. Hein. Après, vous faites addition, ça va assez vite. Je crois qu'à fin septembre, je savais qu'il fallait se séparer de 1600 personnes. 1600 personnes. Je regardais à l'échelon national, il y avait des plans de prévus. Ouais, il y en avait. Là, on commençait à être dans les très, très gros. Donc ça, c'est l'addition, ça. Et puis, surtout, vous montrez pas que vous êtes inquiet. Vous êtes conscient qu'il y a un problème. On va regarder, on revient vers vous. Bon. Et donc, j'écris tout de suite à l'ensemble du personnel. Et je dis, je vous écrirai tous les mois. Vous savez, pour gonfler. Ouais. Donc, je sais plus ce que je mets dans la première lettre. Je dis, en effet, c'est grave. Non. Ça, c'est septembre. En octobre, je réunis l'ensemble du personnel. Et je fais 3 slides. Les salles sont combles parce que quand on faisait des réunions du personnel, que ça allait bien, il y avait un peu moins de monde. Quand ça allait très mal, il y avait tout le monde. C'est impressionnant. Et donc, je me souviens encore de ma slide. Ça représente combien de personnes les réunions, ça représentait plus de 1000 personnes par réunion. Moi, je faisais que les 2 grosses, voilà. Bon, après, c'était relayé dans les filiales, mais... Et donc, je me souviens de ma slide, j'avais fait une slide, il y avait un feu rouge, un feu jaune et un feu vert. Vous vous rendez compte ? Et j'ai dit, voilà, on est dans le feu rouge. Systémique.
est-ce que le système va tenir? Je suis le 15 octobre. Hein. Je peux pas dire qu'il va tenir. Je dis, je crois que tout le monde s'y mettant, c'est pas nous. Vous n'êtes pas responsable d'abord. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Moi, je peux pas régler le problème non plus. Mais je pense qu'ils vont résoudre le problème. Je sais pas quand. Et quand ils l'auront résolu, on passera à Orange. Orange, c'est crise économique et sociale. Dur. On sort du rouge. Et puis, un jour, quand on aura fini cette période, on passera au vert. La seule question qu'on a, c'est que je pense qu'ils vont résoudre le... Donc un jour, on verra le vert. Mais on le verra pas tous. Parce que dans le jaune, là, on va vendre la moitié des bateaux qu'on devrait vendre. Dans le jaune, on va encore pas en vendre beaucoup. Donc on n'aura pas assez de... J'écris déjà qu'on va faire des licenciements. Tout à fait. On est au mois d'octobre. Et je dis, je sais pas vous en dire plus que ça. Mais par contre, je continuerai à vous écrire tous les mois jusqu'à ce qu'on retrouve de la visibilité. Et donc, je fais ça. Et après, on sort le plan, quoi. Alors, le plan, c'est plus compliqué parce qu'il faut passer par les instances politiques. Oui, tout à fait. Avant de le déclencher. Mais ça se passe comme ça. J'ai pas de réaction des syndicats, du personnel. Tout le monde est très embêté. Hein. Mais tout le monde commence à réfléchir à son avenir, dans les foyers et tout. Donc, la petite graine est semée, quoi. J'aurais pas dit qu'on allait vendre la Lune. Mais dans des moments comme ça, il y a quand même la question de la solitude du dirigeant. Oui, je suis seul. Je suis vraiment seul parce que personne ne veut prendre le micro. C'est évident. Pour dire quoi? C'est vachement dur. J'en ai voulu à personne. Hein. Puis, c'était une façon aussi de préserver mes collaborateurs. Hein. Parce que il n'y a pas que celui qui est derrière le micro. Après, le lendemain matin, ils vont voir leur chef. Hein. Bien sûr, c'est pour ça. Il faut que le chef qu'il soit pas totalement affolé, quoi. Ouais, mais on est très seul, oui, bien sûr. Et c'est normal. Et c'est normal. Dans une période difficile, c'est normal. Enfin, je veux dire, dans ces moments-là, il y a une entreprise, il y a des actionnaires, il y a des parties prenantes. Est-ce que c'est vous qui avez on va dire, la main sur vraiment la manière dont vous avez réglé la mire pour poser les mots, pour poser les feux de couleur, enfin voilà. Vous me dites, est-ce que vous étiez seul? Je vous dis, oui, j'étais seul. Vous me dites, mais les autres, ils vous disaient pas de... Ben non, ils me disaient pas, donc quelque part, j'étais libre aussi. Si j'avais dû m'exprimer sur ce que j'allais faire exactement dans tous les détails, peut-être que j'aurais jamais pu le faire. Donc cette liberté, j'ai pas regretté d'être seul, et je pense qu'elle m'a donné une liberté et une inconscience aussi, qui m'ont permis de le faire. Donc les gens qui n'ont pas osé, qui n'ont pas voulu, ou qui n'ont pas souhaité, ou qui n'ont pas eu le courage d'eux, finalement, ils ont contribué au succès, je pense. C'est assez étonnant, hein, de dire ça. Non mais franchement, si j'avais dû faire des rapports toutes les semaines à un conseil qui m'aurait dit « mais vous êtes sûr que… » j'aurais pas avancé comme j'ai avancé. Donc je me disais, ils me font confiance. C'était sans doute vrai aussi. Et je fonçais. Voilà. La confiance, ça compte beaucoup. En fait, finalement, le fait qu'ils vous laissent libre, c'est d'une certaine manière par l'absurde la plus grande preuve de confiance possible à ce moment-là. Je pense. Faudrait les interroger, mais... Ouais. Ça va me faire du boulot. Je pense que c'était une attitude positive puisqu'ils me faisaient confiance. Tout à fait. C'est la version positive. En tout cas, ça m'a aidé. Parce que c'est des périodes où il faut aller vite en plus. Donc, c'est pas simple. Et après, le deuxième moment dans ce tempo-là, qui est le moment où vous annoncez donc le plan de licenciement qui est massif. J'imagine que c'est encore un autre moment clé, même si c'est, j'imagine aussi, d'une certaine manière téléphoné, c'est-à-dire que les gens s'attendent. Tout le monde sait qu'il va y avoir des mesures. Oui. Voilà. Comment ça s'est passé? Comment on l'avait vécu? Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect technique du dossier. On imagine, alors là, pas tout seul, avec les collaborateurs, beaucoup les DRH forcément, on imagine les mesures pour sauver un certain nombre d'emplois. Et on crée un plan, 6 points, c'est pas énorme, hein, mais 6 points quand même. Et les 6 points, on les chiffre, mesure par mesure, et on dit avec ça, on peut sauver 1000 emplois. Ça, c'est la première chose. Mais on annonce qu'il y en a 1600, donc il y a 600 licenciements. Il y a deux façons de le dire, mais la vérité, c'est qu'il y a 600 licenciements. Ça, c'est l'aspect technique. On prépare tout ça, très bien. Ce qui veut dire que là encore, le PowerPoint, on n'en a pas fait 50 pages. Hein. Vous détaillez les 6 mesures, un petit chapeau dont je parlerai tout à l'heure. Et puis voilà. Mais c'est pas suffisant, parce que vous vivez dans un écosystème. Il y a un système politique. Donc, il faut quand même prévenir un certain nombre de personnes. C'est bien élevé de le faire. Bon. Je pense que si ça avait été ma boîte, j'aurais été voir personne, mais là, c'était quand même exagéré.
Donc, je prends mon bâton et je vais voir le département, la Vendée. Bon accueil. Forcément, ils se réjouissent pas. Ils se réjouissent pas, mais ils disent quelque chose d'important. Ils disent, parce que j'argumente quand même sur ce qu'on fait, mais bon. Il dit, on vous fait confiance. Si vous le faites, c'est que vous pouvez pas faire autrement, donc faites-le. C'est bien. Je monte à la région. Ah, c'est Nantes. Enfin, c'est le Pays de la Loire. Patron de la région et socialiste. Bon, pourquoi pas. Écoute, plus êtes-vous sûr que, avez-vous bien évalué, ce serait bien que vous... Mais pas de drame. Pas de pushback. Voilà. Pas un truc qui me fait dire, faut que j'arrête. Ils auraient préféré qu'on fasse rien. Ils disent, travaillez quand même votre dossier. On peut vous mettre en relation avec des gens. Bon, ils proposent des choses pour éviter qu'on fasse ça, quoi. Normal. Mais si vous allez à Paris, c'est bien, quoi. Je vais à Paris. Élysée. Ah, je suis propulsé à l'Élysée. Parce que le plan est tellement important qu'à l'époque, il y a Continental, je crois, qui a un gros plan, je me rappelle pas le nom et qui passe à la télé tous les soirs avec des pneus et de la fumée et tout. Les gens de Paris, ils aiment pas trop ça. Donc, à l'Élysée, ils me disent, vous vous rendez pas compte. Donc, vous allez aller à Bercy et vous allez voir notre cellule de crise. Ok. Donc là, je comprends que j'ai plus les manettes, quoi. Et donc, je vais à Bercy, et là, je rencontre des mecs qui me disent, non, c'est pas comme ça que ça se passe, on va t'expliquer. D'ailleurs, grâce à nous, ça se passera beaucoup mieux, etc. Et c'est très bien, mais je dis, mais... Ça, c'est combien de temps après le c'est entre janvier, la crise, c'est septembre. Oui. Mon plan est prêt mi-janvier, fin janvier. Je fais le tour du politique en février, et je lance mon plan début mars ou début avril. Ok, donc là, on est en février. Ouais, on est en février. Ok. Bon, et là, je me fais bâcher, quoi. Et je dis, mais les gars, si on fait, on va tuer la boîte, donc c'est pas possible. Si, il faut faire ça et tout. Je reçois pas de sommation, hein. Et je dis, je le fais quand même. Et là, je sais que si je loupe, je suis mort. C'est sûr. Ah, c'était quand même une quasi-interdiction assez caractérisée, quoi. Puis des gens du genre, vous savez pas ce que vous faites, quoi. Nous, on va vous expliquer. Enfin, des gens qui connaissaient rien en entreprise, mais qui savaient que sur le plan politique, ce que j'allais faire, si ça se passait bien, pas bien, c'était mauvais pour eux, quoi. C'est ça leur préoccupation. Oui, c'est ça, c'est l'intérêt. Ma préoccupation, c'était pas ça, là. Donc, on parlait pas le même langage. C'est normal qu'on se comprenne pas. Et donc, voilà, je lance le plan. Et là, j'étais pas fier, hein. Donc, je fais encore mes 2 réunions avec plus de 1000 personnes. Je dis aux gens, comme vous le savez, il fallait prendre des mesures. Voilà. Je vais vous donner 2 chiffres. Le nombre d'emplois supprimés et puis le nombre d'emplois qu'on veut sauver, quoi. Et donc, ce que je vous demande de retenir, c'est que on va essayer de sauver 1000 emplois. Voilà. Puis on détaille et tout. Et là, c'est formidable parce que ça a duré 1 mois et demi, le temps que chacun se positionne. Et les mesures marchent tellement bien que je licencie à la fin 13 personnes. Pas un jour de grève, rien dans le journal. Et les mecs de Bercy, ils m'ont jamais appelé pour me remercier. Je me rappelle pas de leur nom, ça tombe bien. C'est incroyable. Enfin, j'ai perdu 3 kilos dans la journée. En fait, il y a quelque chose que je comprends pas dans les chiffres, c'est Ouais. comment on en arrive à aussi peu à la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a surperformé dans le plan? En fait, il y avait un plan qui était un effort collectif pour faire 600 personnes, c'était d'accepter du chômage technique pendant 2 ans. Ok. Les syndicats étaient pour, tout le monde l'a accepté, donc ça sauvait 600 personnes. Okay. Et après, sur les autres mesures, on avait valorisé 50 ici, et là, on a eu beaucoup plus que prévu. On avait des mesures qui étaient assez ciblées pour les maternités, qui permettaient aux femmes de s'arrêter pendant 2 ou 3 ans et puis de revenir dans l'entreprise, c'était pas mal. Mais surtout les projets personnels. On disait, vous aurez des indemnités en plus par rapport au légal et on vous donnera une somme pour bâtir votre... D'abord, tous les gens dans leur vie, quand même, il faut savoir, ils ont toujours des projets. Ils disent, si un jour je faisais ça, qu'ils font jamais. Et là, on avait ouvert la fenêtre à partir du mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre. À chaque fois, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, il va se passer quelque chose. Donc, il faut que je me prépare. Et là, on a été épatés par le nombre de gens qui avaient un projet. Donc, ça a coûté un peu d'argent à la boîte. Mais à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Donc, c'est des départs volontaires, en fait. Ouais, des départs volontaires qui ont explosé. Ok. Sur des projets qu'on bonifiait. Est-ce qu'il y a des gens comme ça, est-ce qu'il y a des histoires un peu
que vous avez suivis suite à ce Bah départ? non, malheureusement, je Non. sais pas vous dire ce qui s'est passé. J'ai rencontré des gens, mais comme ça, de façon fortuite, ils disaient: «Ouais, ça va bien, ma crêperie et tout». Bon, très bien, mais c'est tout, mais Ok. peut-être, il y a dû avoir des échecs aussi, hein. Et des gens qui ont rappelé en disant: «Est-ce que je pourrais pas rentrer dans l'entreprise?» Pas à ma connaissance. En même Ok. temps, j'étais pas au courant de tout, hein. Oui, oui, évidemment, évidemment. J'étais pas au courant de tout, Évidemment. donc faut rester humble, mais j'ai pas eu l'impression que et donc vous savez, toutes ces zones d'emploi, la revitalisation et tout ça, nous, on est passé complètement à côté, quoi. Parce qu'il y avait tout ça qui devait être en place, hein. Hmm. Les préfectures étaient sur le coup. Enfin, c'était le dossier, pas du siècle, mais c'était un gros dossier national. Je sais pas pourquoi il n'y en avait pas autant d'ailleurs à l'époque, parce qu'il y a plein de gens qui souffraient. Je sais pas. Bon, enfin voilà, ça c'est une grosse C'est histoire. incroyable. Ouais. Franchement, on n'avait pas abordé tout ça en préparation. Je m'attendais pas à... Évidemment, je sais que c'est des moments d'une intensité rare. Ouais. Mais vous avez vu, c'est quand même simple, hein. Enfin simple. Faut quand même être sûr de ce qu'on dit et dire, bah de toute façon, on peut pas dire autre chose. 2008, moi, je voyais les hommes politiques, je me disais, mais c'est pas possible. 2008, c'est quand même pas de leur faute. Ils peuvent dire que ce qu'ils ont dit avant, ils peuvent plus le dire aujourd'hui. C'est quand même la responsabilité du chef d'entreprise de dire la nouvelle réalité, c'est ça. Moi, je me rappelle, en septembre, j'avais écouté, j'ai pas que des bonnes nouvelles, j'en ai que des mauvaises. Il y a un truc dont vous êtes persuadé, c'est tout ce que je vais vous dire, vous n'en êtes pas responsable. Et ça commence comme ça. Après, je disais, vous pourrez dire si ça vous arrange que je suis responsable, mais je pense pas, mais ça, c'est à vous d'en juger. Et puis après, je balançais le truc. Et je disais, tout ce qu'on vous a dit, le cadre a changé. Oui, c'est ça, mais d'une certaine manière, on peut penser ça. Et pourquoi les hommes politiques font pas la même chose? C'est une excellente question. 2008, il peut pas dire qu'il y a un homme politique qui était responsable de ça. Il peut dire, Alors, poser la question. les choses avant, je peux pas les faire aujourd'hui. C'est bizarre. Mais les conseillers en communication, les trucs, je sais pas. Et donc là, il y a le rebond, parce que du coup, vous arrivez à gérer ce moment encore clé. Oui. Et donc. Ah oui, alors là, il y a oui, alors ça, c'est quand même un rebond. Donc, alors déjà, on sait que il n'y a pas de fracture dans la boîte. Il y a une cicatrice quand même, hein. Mais on sait que si on alimente la boîte, on ne sera pas bloqué pour des raisons sociales. Donc ça, c'est un atout. On commence à rebondir que 2 ans plus tard. C'est mieux que 3 à 5, hein, quand même, hein. Même s'il y a eu un petit soubresaut en 2012 qui n'était pas terrible, mais peu importe. Mais surtout, on décide tout de suite de dire, puisque le marché est moins grand, faut qu'on en prenne plus. Et pour en prendre plus, la technique, c'est toujours la même. Enfin, il y en a 2, mais il y en a une qui est essentielle, c'est l'aspect produit. Et donc, on dit, au lieu d'investir, je dis n'importe quoi, 10 millions en produit, on investit le double. Pendant ce temps-là, les concurrents passent de 10 millions à 1 million, forcément. Ils réduisent les investissements, ils réduisent les effectifs, etc. Nous aussi, on a réduit les effectifs. Jackpot. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on était leader mondial. On avait un nombre de produits. Alors, dans le moteur, évidemment, on a mis le paquet. Les gens se sont mobilisés pour les faire. Enfin, c'était formidable. Le conseil d'administration, Madame Roux en particulier, qui est l'actionnaire majoritaire, accepte parce que je dis, est-ce que vous acceptez qu'on ne gagne pas d'argent pendant 3 ans? Bon, déjà, on n'en gagnait pas la crise. Parce que tout ce qu'on gagnait avant, c'était terminé. Parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. Enfin, on avait un très bon niveau de rentabilité. C'était formidable. Donc 0. Et après, je dis 3 ans, à minima 0. Allez-y. Ça, c'est magique quand même. Ça, c'est la chance des entreprises familiales et du long terme. Là, c'est sûr. C'est incroyable. Bon, et puis je pense qu'on a gagné de l'argent avant 3 ans, mais enfin, bon, c'est un détail. Mais surtout, c'est là qu'on a fait la différence avec la concurrence, quoi. Parce que sur votre marché, vous êtes un des rares qui avait cette structure capitalistique, ou est-ce que il y a d'autres boîtes familiales où... Il y a plein de petites et moyennes, hein. Okay. Non, les gros, c'est ce qu'on appelle les motoristes. C'est les fabricants de moteurs. Ça, c'est les très très gros mondiaux, ça. Japonais, américains, et tout ça. Mais autrement, dans les constructeurs, pure player, constructeurs de bateaux, qui construisent que des bateaux. Non, mais les taux, c'est peut-être encore le numéro 1, peut-être. Ouais, sans doute, ouais. Donc ce rebond se produit, encore une fois, contre-intuitif, parce que c'est plus d'investissement que la concurrence. Enfin, en fait, encore une fois, une approche. Voilà. Et vous récoltez assez vite, finalement. Ben oui, parce que 2012, c'était un peu plus dur, mais 2013, 2014, on a un plan 2018 qui est magique. Là, on va vers les 2 milliards de chiffre d'affaires, les
150 millions de résultats courants, enfin peu importe. Oui, Encore. puis vous avez... C'est encore des chiffres que Ouais, j'ai en oui. tête. Ouais, non, mais Mais avec, ça vous habite, c'est normal. ouais, c'est... Et puis vous avez connu aussi, enfin il y a eu des... Enfin vous avez racheté un Américain aussi, j'avais lu. Ça, c'était en Ouais. 2014 ou 2015. On a racheté un Américain avec 4 marques de bateaux moteurs. Mm. Donc, dans le moteur, investissement aux États-Unis, c'était la première fois. Bon, ça faisait partie de la stratégie. Le marché américain, c'est très important sur le plan mondial. En moteur, c'est l'essentiel. Ok. Donc voilà. Après, j'ai pas trop vécu la suite parce que Bah justement. ça s'est un peu arrêté en 2015. On pourrait s'arrêter là, puisque ça s'est arrêté là pour moi. Bah ça c'est vous qui le dites. Moi je suis pas tout à fait d'accord, mais j'ai le bon rôle. J'ai celui qui n'a pas vécu. Je suis que le commentateur. Si on devait s'arrêter là, déjà, on a quand même appris beaucoup de choses et on voit déjà que vous êtes justement, j'ose le mot, un capitaine d'industrie qui avait cette capacité à gérer les crises de nature différente, mais toujours avec, en tout cas, de la chance, mais aussi de l'ingéniosité. Enfin, De la conviction, sûrement. et de la conviction. Avec cet esprit, je dirais, de challenger, Enfin, je fais un peu une analyse, mais qui peut-être aussi vous permet d'être libre, parce que à un moment donné, quand vous êtes seul, vous aimez aussi quand même aussi la liberté qui est associée à la solitude, quoi, d'une certaine manière. Mais en fait, ce qui se produit, c'est qu'en parallèle, il y a d'autres choses qui se passent en même temps, parce que là, vous êtes très très concentré sur tout ce qu'on vient de se dire, mais il y a autre chose qui se passe dans l'organisation, et effectivement, il y a cette année qui est une année clé pour vous, malheureusement, qui est 2015. L'année de l'arrêt, ouais. L'année d'arrêt. Je préfère vous demander de l'expliquer avec vos mots. Ça peut démarrer en 2015, vous pouvez donner du contexte. Carte blanche. C'est forcément une question difficile pour moi parce que régler des comptes avec 10 ans de recul, je trouve ça pas trop d'intérêt. Je sais pas ce que ça apporte aux gens, du grand public ou mes enfants ou mes petits-enfants, je sais pas. Bien sûr, ce qui est arrivé en 2015 n'est pas né en 2015. Ça a germé avant. Et j'en étais conscient. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce que je vous ai raconté, c'est vrai, c'est que j'ai passé quand même jusqu'en 2015, j'espère presque 100% de mon temps à la gestion de la boîte et pas la gestion de la politique qu'il y avait autour de la boîte, quoi. Et donc cet aspect politique, je m'en suis rendu compte. Il y a des dates repères, même si c'est pas la date du début, en 2005 ou en 2004, je crois, je deviens président du directoire. Donc ça, c'est un truc, voilà, un peu factuel, juridique. Et Madame Roux passe en directoire. Elle devait être présidente du conseil de surveillance. Et le jour où la veille, j'apprends que elle sera pas présidente du conseil de surveillance, elle sera vice-présidente. Donc ça, c'est une grande surprise pour moi. C'est une grande surprise parce que je voyais pas Madame Roux passer à un second niveau à cet âge-là, quoi. Donc je me dis, il se passe quelque chose quand même. Pour faire simple, hein, ou rentrer dans du politiquement correct ou du très simple, on passe d'un couple à 2 à un couple à 3, quoi. Sur les 3 personnes, vous avez Madame Roux, qui est vraiment la petite fille du fondateur, qui a vécu dans son entreprise, qui s'est battue avec plein de crises, qui l'a sauvée à plusieurs reprises. Donc c'est une femme d'entreprise, quoi, quand même. Qui m'a accordé la confiance Dont on a parlé. dont on a parlé. Il y a moi, qui suis un homme d'entreprise. Et puis il y a l'autre. Alors l'autre, il vient d'ailleurs, d'un monde qu'on connaît, malheureusement, mais posture intellectuelle au-dessus de la moyenne, énarque, cabinet ministériel, très beau carnet d'adresses, bon, Légion d'honneur, enfin bon, bien quoi. On n'a jamais fité. Moi, c'était pas mon style et puis j'avais pas envie de jouer le jeu en fait. Mais je voyais bien que ça se dégradait. Parce qu'en plus, Madame Roux s'était installée sur Paris, donc ils étaient tout le temps ensemble. Moi, j'ai dit, je vais pas passer mon temps à me justifier sur ce que je fais et tout. On m'a quand même laissé travailler, hein, donc moi c'était ça qui m'intéressait, c'était de faire avancer la boîte. Mais bon, ça s'est pas très bien passé, à tel point qu'en 2012, j'étais voir Madame Roux pour lui remettre ma démission. On est 3 ans avant l'événement dont vous parlez. Et là, elle dit clairement, non, c'est pas possible. Je dis oui, mais c'est pas possible que je travaille avec lui, tout est faux, quoi. Elle dit non, mais vous allez voir, et, ça va bien se passer. Bon, elle me renouvelle sa confiance quand même. Parce que moi, j'étais la voir, je savais, je partais le lendemain matin, hein, parce que j'en pouvais plus, quoi. Oui, c'était pas juste un c'était coup tactique. non, c'était pas alors pas Ouais. du tout, non. Pas du tout. En plus, j'imaginais même pas qu'elle me dirait non. Parce que je me dis, de toute façon, c'est foutu. Donc voilà. Donc j'arrête. Donc je vais voir la fameuse personne, là, qui était présidente du conseil de surveillance.
Et il me dit, Bruno, je m'excuse, on va faire différemment. Je vous propose un marché. Maintenant, tout ce que vous direz, je suis d'accord avec vous. Alors moi, je réagis tout de suite. Je dis, non, je passe pas d'accord avec vous. Parce que vous avez trompé ma confiance. Et moi, quand on trompe ma confiance une fois, je la redonne pas. Donc, je passe pas le marché avec vous. Puis voilà, je sors de l'entretien. Sauf que, quand même, ces gens, ils ont un talent que je n'ai pas. C'est que, moi, je propose un deal à un mec qui me dit non, on se sépare, quoi. Eh ben non. Lui, il applique à la lettre ce qu'il m'avait proposé d'appliquer. Et il est dithyrambique. Je suis la star mondiale. Et pendant 2 ans, Il n'y a pas de deal en fait. Donc il y a une posture, mais il n'y a pas de deal. Oui, sauf que Madame Roux me dit on se reverra dans 6 mois pour faire le point. Et elle dit vous avez vu, ça se passe très bien. Moi, je sais plus quoi lui dire. J'ai pas l'argument. Je dis ça va pas durer. Mais en même temps, je fais tout ce que je veux. Tout va bien. Donc j'ai retrouvé un peu de confort. Donc je peux toujours continuer à gérer la boîte et tout. Puis après, mi-2014, ça redémarre. Sauf que ces gens-là, ils ont une technique ou ils ont une technicité politique qui est très au-dessus de la moyenne. Et là, ils utilisent et ils savonnent les planches partout, y compris au travers de certains de mes collaborateurs directs. Donc là, ça commence à devenir très dur. Bon, et ils gagnent. Voilà, c'est tout. Et puis surtout, c'est pas ce que j'ai envie de retenir de mes 33 ans en Vendée et de mes 26 ans chez Beneteau, parce qu'on a fait les choses merveilleuses. Donc, j'ai pas envie que cet homme, qui est pour moi un escroc en col blanc, prenne le pas dans ma communication. Je propose dans ce cas-là qu'on arrête. Parle de Vendée, alors. Voilà, retrouvons le sourire. La Vendée, c'est un territoire que vous avez, maintenant les auditeurs le réalisent, quand même un attachement émotionnel assez fort auprès des gens, surtout après ce qu'on vient d'entendre sur la gestion de la crise de 2008 notamment, la fusion avec Jeannot. Enfin, je veux dire, il y a quand même des moments de vie tellement profonds que si on n'aime pas les gens, il y a aussi, je pense qu'on n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez, avec vos mots, me décrire un peu justement comment cette relation a évolué et peut-être qu'est-ce qu'on peut en tirer pour ceux qui nous écoutent, qui, même d'un point de vue presque philosophique, sur le rapport à un territoire, sur le rapport à une terre La Vendée, j'ai toujours... D'abord, les gens sont des bosseurs. Il y a une mentalité d'entrepreneur parce qu'il y a un nombre de boîtes qui se sont créées en Vendée, qui sont devenues des PME, quelquefois des ETI aussi, dans des secteurs qui n'avaient rien à voir. Donc, c'est pas sectoriel. C'est quand même des histoires d'hommes et de femmes qui ont créé l'entreprise. Et je comprends ça parce que les collaborateurs dans l'entreprise ont quand même un amour de leur métier. Avoir un contrat, c'est important. On respecte sa boîte. Donc, il y a une communication qui est très, très fluide. Ouais. Donc ça a commencé même dans la filiale d'Elf Aquitaine à l'époque, qui était en Vendée. Quand j'ai découvert la Coop Chanière, je trouvais que tous les gens, ils étaient beaux et bons, quoi. Que ce soit le comptable ou le type de l'usine qui était la machine avec lequel je parlais. On parlait de la vie, on parlait de sa famille. C'est très ressourçant, la Vendée. Ouais. Il y a un point que vous m'avez dit la première fois qu'on s'est rencontrés, qui m'avait marqué, c'était de dire aussi la capacité finalement d'un territoire à la fois être très solidaire avec les siens, mais aussi à être capable d'accueillir en fait les autres, et notamment là d'accueillir au niveau du recrutement en fait des profils expérimentés qui arrivent de Paris ou d'ailleurs. Vous m'aviez dit que justement ils avaient réussi ce tour de force. C'est vrai que au début de mes années chez Beneteau, on parlait souvent de ça, ouais, mais les Parisiens ne viendront pas en Vendée, la Vendée, c'est quand même loin, bon, etc. Ce que je comprenais d'ailleurs. Hein. Bon, après, le fait que l'entreprise ait grandi, on n'a plus jamais vécu ça. Bon, en plus, on était dans un secteur, c'est assez glamour le bateau. Hein. C'est pas de la quincaillerie. Hein. Je parle de quincaillerie, je pense à Louis-Claude Roux, le pauvre, qui est décédé, mais le bateau, ça fait quand même rêver. D'ailleurs, souvent, ça nous a aidés parce que il y a plein de gens qui sont rentrés dans le bateau qui remettaient de l'argent au pot dans les concessions et tout, ça les sauvait quand même. Hein. Bon, puis il y a aussi un désamour de l'Île-de-France pour certaines personnes. Enfin, on l'a vu pendant le Covid et tout ça. Donc aujourd'hui, je suis pas sûr. Enfin, faut en parler aux dirigeants de Vendée. Je suis pas sûr qu'ils aient des états d'âme là-dessus, que ce soit un sujet. Hein. Je pense que c'est plus un sujet. La Vendée, c'est quand même imposé par ses réussites très importantes. Hein. On a eu longtemps le plus bateau de chômage de France ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même important. Hein. Je suis toujours impertinent, donc je disais,
Moi, je serais président de la République, je donnerais l'autonomie à la Vendée pendant 2 ans, et puis on les laisserait faire, et puis après on prendrait les bonnes mesures qu'ils ont faites. Donc ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pour vous dire. Oui, oui, ça dit, C'est-à-dire l'admiration que Ouais. j'ai pour la Vendée. Il faut surtout pas faire ça, forcément, que c'est pas raisonnable. Mais en même temps, ce serait n'est bien. pas un appel. Ce serait bien de prendre quelques recettes, à mon sens. Ouais. Très clair. Un autre chapitre que je voulais aborder avec vous, qui est d'ailleurs encore un chapitre ouvert aujourd'hui, qui est votre rôle d'investisseur et d'accompagnateur de PME, de TI, d'entrepreneurs surtout. En fait, vous accompagnez des entrepreneurs. Parce que je pense que, après tout ce qu'on vient d'entendre, on peut légitimement comprendre que vous en êtes un aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu justement comment est-ce que vous avez lancé cette activité-là? Et peut-être aussi, qu'est-ce que vous dites finalement depuis quelques années à toutes les personnes que vous rencontrez, ces entrepreneurs que vous accompagnez? Alors ça, c'était une question, c'est les 10 ans que je viens de passer quelque part. Hein. Le problème, c'est comment j'y suis passé. Parce que quand en juillet 2015, je quitte Beneteau, c'est quand même, bon, c'est pas terrible. Il faut gérer la réaction de la famille, des enfants, des proches, et puis je suis un peu au fond du gouffre quand même. J'ai pas en tête de dire je vais faire ça, vous inquiétez pas. Donc là je suis quand même pas bien parce que je suis un peu anéanti. Et j'ai connu ça dans les crises, mais dans les crises j'ai dit faut surtout pas paraître anéanti, faut reprendre la main tout de suite. Et donc la seule chose que je dis à mon entourage, je dis d'ici fin décembre, je vous dirai ce que je fais. Donc, je me donne 5 mois, je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est pour montrer que je suis encore en vie, mais je le suis pas du tout, quoi. Parce que j'ai pris quand même assez cher. Donc là, c'est difficile. Et puis, petit à petit, voilà, il y a des rencontres. Puis je rencontre une société qui fait du crowdfunding, qui s'appelle My New Startup à l'époque, qui s'appelle Finpal aujourd'hui, et qui dit, ce serait bien que vous veniez avec nous pour nous conseiller. Et on va vous mettre dans le comité de sélection des startups. Vous savez, ils envoient des dossiers, puis il y en a de sélectionnés, puis après, il faut passer vers les investisseurs. Et donc voilà, je trouve ça sympa. C'est que les jeunes, c'est incroyable, quoi. Je découvre un nouveau monde. Je le lisais, mais je le connaissais pas. Là, je le vois de l'intérieur, quoi. Je le vois avec une fragilité, un enthousiasme extrêmement important. Pour les deux, malheureusement. Et fragilité et enthousiasme. Et donc, je me prends au jeu et donc, on sélectionne des dossiers. Et quand on sélectionne des dossiers, je me dis, au fond, si j'accompagnais le dirigeant, parce que j'avais lu quelques articles sur les startups, forcément, un petit peu, et on disait, mais ils sont pas accompagnés. Et c'est sans doute pour ça qu'ils périssent plus vite, quoi. Et je me dis, j'ai peut-être un rôle à jouer. Et donc, je décide je crois que c'était en octobre, donc avant décembre, tant mieux. Ça avait assez duré. Je décide de dire, je vais investir. Et je vais investir pour accompagner le dirigeant. Et être un peu sa hotline, moi. Ça m'intéresse pas trop son business plan, son truc, son machin. De toute façon, il va le changer 10 fois, c'est sûr. Est-ce qu'il a la capacité à être challengé quand il aura un problème, quoi. Et je choisis pas le secteur d'activité, je choisis que le dirigeant. Et après, j'impose une autre contrainte, mais qui est un peu matérielle, mais qui comptait beaucoup. C'est de dire, je prends pas un dossier au-delà d'1 heure de chez moi pour pouvoir intervenir dans la journée. Et puis surtout, pouvoir intervenir sur 3 ou 4 dans la journée. Vous allez à Lyon pour la journée, vous avez bouffé un rendez-vous, vous avez bouffé votre journée, par exemple. Donc, je voulais pas de ça. Et en quelques mois, j'investis dans 10 boîtes, quoi. Et je passe pas par toutes les associations, business angels qui font ça et tout ça. J'aime pas trop ce terme, mais bon. Je me définis pas comme business angel parce que moi, c'était vraiment, j'accompagne les dirigeants, je crois à ce mec-là, je crois que quand il y aura des problèmes, on pourra en parler et peut-être que je pourrais lui apporter quelque chose. Voilà. Avec un effet de levier financier. Alors, avec un effet de levier, alors, l'argent que je mets, je me dis tout de suite, il est peut-être perdu. Donc, je mets des sommes raisonnables par rapport à mon patrimoine, bien sûr. Et puis voilà, donc ça démarre comme ça. Et bon, après, les PME, les ETI, ça réagit un peu. Donc, j'accepte quelques missions complémentaires en étant actionnaire toujours. Et donc, je monte à 13 dossiers, quoi. Puis voilà, là, je suis dans la période de désinvestissement parce qu'il faut penser à l'après. Il faut surtout penser à mes enfants. Parce que moi, quand je parle avec le président de la société, voilà, peu importe, c'est parce qu'il parle avec moi, pas avec mes enfants. Donc, il faut que je désinvestisse. Je peux pas laisser ça à mes enfants. Donc là, il m'en reste 5. Donc, vous voyez, alors je me presse moins pour les 5 dernières. Je sais pas pourquoi. Mais il faudra que je sorte aussi. Donc voilà. Alors, je me posais plein de questions. Je me disais, mais des boîtes qui font 0 de chiffre d'affaires, comment je vais faire pour avoir mes repères? Et alors, c'est drôle parce que
Ça n'a pas été un sujet. J'avais peur de ça. Hein. J'avais une autre peur, c'était de me dire, oh bah non, je vais prendre la place du patron parce que il fait. Mais je voulais plus faire de toute façon. Je voulais pas repartir et puis c'était pas le respecter de faire ça. Donc j'ai pas eu ce problème non plus. C'était mes deux inquiétudes. Ok. Et je me suis rendu compte que dans toutes les boîtes, on parlait toujours des mêmes sujets, alors avec une ampleur et une échelle très différentes. Mais par contre, dans ces boîtes-là, hyper fragiles, on en parlait de façon vitale à chaque fois. Donc c'est hyper exigeant. La trésorerie à 1 mois, 3 mois. Bon, quand on a 6 mois, alors déjà, on est hyper riche. Ah bah ça. Donc, vous voyez le genre d'accompagnement que j'avais, quoi. Et donc, j'ai noué des contacts forcément très chaleureux avec au moins 90% des gens. D'ailleurs, dans celles qui me restent, j'en ai 2 en redressement, je reste avec elles pour les accompagner. Donc, c'est pas un problème financier. Mais je peux pas les laisser, quoi. Je peux pas les laisser. En fait, d'une certaine manière, connecter avec encore une fois, avec des pairs, avec des entrepreneurs, avec des personnes qui sont nourries par un même carburant, d'une certaine manière. Ah, ils ont un projet, c'est formidable. Voilà. Donc, c'est leur bébé, hein. C'est quelque chose, hein, un créateur d'entreprise. Hein. Il croit à ce qu'il a fait. Hein. Ça vous a jamais traversé l'esprit à ce moment-là de faire autre chose que l'investissement, au moment où vous avez réfléchi à... J'avais besoin de business quand même. J'étais nourri au business. Hein. Stratégie, performance, indicateurs, prise de part de marché. Donc, je me voyais mal tout arrêter, quoi. J'étais pas prêt. Je suis plus aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que on clôture notre échange sur cette note plutôt positive, en fait, de transmission, qui résume aussi beaucoup l'exercice de style qu'on a essayé de faire aujourd'hui, de revenir sur quelques moments clés. Évidemment, on n'a pas été exhaustif, mais qui disent beaucoup de qui vous avez été en tant que chef d'entreprise. Et donc déjà, un grand merci d'avoir transmis ça à nos auditeurs. Je ne sais pas si vous voulez faire un mot de la fin aux auditeurs de cet épisode, s'ils devaient retenir peut-être une idée clé. D'ailleurs, je voudrais revenir un tout petit peu sur la dernière période. C'est pas la plus source de communication, c'est pas là que j'ai fait le plus de choses, mais je me souviendrai toujours quand même d'une chose qui est importante et peut-être importante pour ceux qui nous écoutent, au-delà de mes enfants et mes petits-enfants, c'est quand vous avez un gros problème, on peut toujours rebondir. Ça, c'est important. Et donc, j'avais cette conviction que j'allais rebondir, mais quand je le disais, je ne savais pas où, je fixais juste une date pour qu'on foute la paix pendant quelques mois. Mais ça, il faut s'accrocher à ça parce que c'est important. Donc voilà, pour le reste, j'ai quand même envie de rappeler que j'ai vécu des moments exceptionnels avec des gens formidables, que la réussite, c'est jamais tout seul, c'est toujours une équipe. Après, il y a un autre facteur qui est important, c'est que il faut que les gens respectent leur métier. Et quand ils sont motivés par leur métier, qu'ils aiment bosser, ils sont source d'inspiration, d'idées, tout ça. Moi, ma préoccupation dans mon boulot, c'était de jamais différer les décisions. Je préférais en prendre trop, mais les prendre vite. Pour autant que je sentais que autour, il y allait avoir un animateur, 2 animateurs, 3, alors quelquefois 10, donc là, c'était évident, fallait y aller. Fallait même pas calculer. Et ça marchait tout le temps. Donc le problème, c'est pas d'avoir la bonne idée, c'est d'agréger l'enthousiasme autour de ceux qui nous entourent. Et là, je remercierai jamais assez les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont fait, en fait, qui ont fait ce que je suis devenu. Voilà. Je pense pas que je pourrais clôturer, donc je vais m'arrêter là. Vous avez donné le mot de la fin. Un grand merci, Bruno, pour ce témoignage super sincère. Et je dis aux auditeurs à la prochaine. Bravo! Vous venez d'écouter mon échange avec Bruno Catelinet. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées est de le partager sur LinkedIn en mettant en avant ce qui vous a marqué. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.